ce que je voulais faire ce soir dans le cadre de cette exposition sur les sols, c'était de voir comment cet apport de la permaculture, qui est vraiment un système conceptuel, on va dire un cadre de pensée et de travail, et de l'agroécologie, et là l'agroécologie pour le coup on parle bien de techniques agricoles, et ben qu'est-ce que ça nous donnait pour l'avenir des sols en agroécologie, en agriculture et de façon globale. Donc je vais vous présenter la ferme qui clairement était dès le départ affichée comme une ferme expérimentale. C'est-à-dire que quand on est parti, quand on a commencé à cultiver en tant qu'agriculteur officiel en 2006, Charles, mon mari avec lequel j'ai cofondé la ferme, et moi n'avions ni l'un ni l'autre de formation agricole. Aucune connaissance. Alors ça nous a beaucoup desservi, on a fait beaucoup d'erreurs, on a bien mangé la poussière, mais c'est aussi paradoxalement ce qui nous a permis de sortir du cadre imparti par l'agriculture un peu plus conventionnelle et de s'affranchir de ah bah non, là il faut faire comme ça, là il faut mettre telle dose d'azote, telle dose de potasse, etc., etc. Et du coup, tout ce qu'on a fait, c'est avéré très expérimental. Alors on a fait des brouettes de bêtises, je vous concède, on avait l'idéalisme chevillé au corps, on était très naïfs, on a fait sur beaucoup d'aspects, beaucoup de bêtises, mais à chaque fois, on a beaucoup appris avec ces erreurs. Donc ça nous a fait progresser, je ne vais pas dire plus vite, parce que vous savez bien qu'en agriculture, enfin, tout ce qu'on fait avec la nature, le pas de temps n'est pas le même. Donc la bêtise qu'on fait ce printemps-là, on la rattrapera guère que le printemps prochain. On ne va pas se rattraper dans 2 jours ou dans 6 mois. Hein. Donc les bêtises, on les a payées cher à chaque fois. Mais pour autant, et je vais parler de ça maintenant, comme ça on évacue les chiffres un petit peu techniques, dès 2010, en fait, il y a des scientifiques qui se sont intéressés à ce qu'on faisait parce que c'était atypique, c'était vu nulle part ailleurs, la façon dont on pratiquait, et ils nous ont dit tout de suite, mais c'est pas mal ce que vous faites agronomiquement parlant, ça a l'air bien, les sols ont l'air bien vivants, riches, productifs, c'est beau, c'est luxuriant, mais est-ce que vous en vivez? C'était leur première question. Économiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? Alors on s'est dit, bah, tu vois, depuis 2006, on tirait un peu le diable par la queue. Alors on était en 2010, oui, on arrivait à se tirer un SMIC pour 2, plus un peu plus, mais c'était un petit peu juste. Alors ils nous ont dit, bah, on aimerait bien essayer d'étudier un peu plus avant votre modèle, et pour ce faire, il faudrait tout calculer. Donc on a isolé 1000 m² sur l'ensemble de la ferme, on verra tout à l'heure, la ferme est beaucoup plus grande que ça, mais sur ce qu'on fait en termes de maraîchage, on a isolé 1000 m² pour l'étude. Alors quand je dis isolé, c'est juste qu'on a signalé telle planche, tel but, tout ça, ça faisait partie de l'étude. 1000 m² cultivés. Et là-dessus, on a tout calculé. C'est-à-dire on a regardé combien de temps on passait à faire du désherbage, combien de temps on passait à faire des semis, combien de temps on passait à récolter, etc., etc. Et au bout du compte, on regardait quel chiffre d'affaires on générait sur 1 m². C'est-à-dire sur ce mètre-carré-là, sur la planche S1 par exemple, si on avait vendu tant de kilos de tomates, et puis je ne sais combien de bottes de radis, on calculait le chiffre d'affaires. Et tout ça, mouliné par des économistes, des agronomes, etc., nous a donné au bout de 5 ans la confirmation d'un résultat qu'on attendait, qui était de dire que sur 1000 m² cultivés entièrement à la main, parce qu'il n'y a pas de mécanisation chez nous, on a bien un petit tracteur, mais certainement pas pour la culture, c'est pour porter des charges lourdes, des choses comme ça. Donc sur 1000 m² entièrement à la main, bien sûr on est en bio, nous, on est diversifié, c'est-à-dire qu'il y a énormément de types de cultures à droite à gauche, on n'est pas monoculturaux. On peut tout à fait décemment rémunérer une personne, c'est-à-dire un maraîcher. Alors quand on dit décemment rémunéré, pour un maraîcher, on va dire qu'on va partir au SMIC. Parce que chez nous, en Haute-Normandie, enfin en Normandie, le salaire moyen d'un maraîcher, vous savez combien c'est? 600. Ah, pas loin. 800 euros. Alors beaucoup, les mauvaises langues d'ailleurs, vous diront que les maraîchers, on ne sait pas trop ce qu'ils font exactement comme chiffre, parce qu'il y a un peu ce qui passe sur le côté, il y a beaucoup de charges finalement de l'exploitation qui peuvent être comptées, genre l'abonnement téléphonique, l'essence de la voiture, tout ça, ça passe sur l'exploitation, ça fait des charges, ça diminue le chiffre d'affaires, donc ça trichote un petit peu, mais finalement c'est ce que le maraîcher n'a pas à payer. Mais pour autant, un SMIC sur 1000 m², c'est révolutionnaire. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que en général, si vous faites des études aujourd'hui dans ce qu'on appelle le BPREA, le brevet de professionnel de responsable d'exploitation agricole, le diplôme par lequel vont passer la plupart des jeunes qui veulent faire des fermes comme nous, on va vous dire, pour en vivre de ce truc-là, en mécanisé bio mais conventionnel, c'est-à-dire pas selon les principes de la permaculture, il vous faut pas moins d'1,5 hectare.
Et nous, on était en train de dire que sur un 10e d'hectare cultivé, on arrivait à tirer le même résultat. Alors bien sûr, il n'y a rien de miraculeux, on va expliquer dans un instant pourquoi, comment, mais l'une des clés de tout ça, c'est un soin obsessionnel dévoué au sol. Donc sur ces 1000 m² de parcelles témoins qu'on avait sélectionnées, on a vraiment pu déterminer quel était le cadre à mettre en place pour que ce soit efficace. Et notre objectif, c'était de réussir à modéliser. Alors modéliser, c'est jamais un beau mot parce que on ne va jamais faire un modèle unique qui va être le super modèle qu'on va pouvoir copier-coller à l'infini. Ça n'existe pas. Même dans la nature, ça n'existe pas. Il n'y a jamais un écosystème qui est comparable à un autre parce qu'il y a toujours des différents éléments qui vont être différents. Donc là, l'objectif, c'était d'essayer de se dire, bon ben voilà, si on prend une petite ferme, en tout cas une ferme petite surface, on va dire de 1000 m² à 1 hectare, si on met des arbres fruitiers, si on met des mares, si on recrée des talus, si on recrée des haies, on invite la biodiversité, si on crée des microclimats, justement avec tout ça, les mares, les talus, les haies, eh bien, avec des bonnes pratiques agricoles, donc des bons itinéraires techniques quand on met en place les cultures, on arrive tout à fait à avoir quelque chose de cohérent et d'efficace économiquement, c'est surtout ça. Donc ce qu'on se disait, nous, quand on a eu les résultats de cette étude, c'est que c'était certes à contre-courant par rapport à l'agriculture dominante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. Nous, on est ridicule, hein. On est plutôt, et d'ailleurs on l'assume, la version d'un petit jardin qu'on aurait agrandi, on aurait un peu poussé les murs pour essayer de produire un peu plus, plutôt que le rapetissement d'une grande ferme conventionnelle telle qu'on la connaît. On assume ça. Hein. On est ce qu'on appelle des jardiniers maraîchers. Mais ce type de ferme, en fait, il a énormément d'atouts, parce que c'est petit, donc ça demande peu de foncier. Or, aujourd'hui, on sait que le foncier agricole, il est difficile à trouver. Il y a une certaine spéculation. Alors la SAFER intervient pour réguler les prix, mais ce n'est pas évident d'obtenir du foncier à des prix abordables. L'investissement nécessaire à la création de cette ferme, je vous ai dit, chez nous, il n'y a pas vraiment de mécanisation. Hein. Il y a bien un petit tracteur qui se balade, mais sinon, l'investissement, on n'est pas sur des grosses moissonneuses-batteuses, on n'est pas sur des bâtiments aux normes européennes pour l'élevage, pour ceci, pour cela. Donc en gros, le prix d'une exploitation maraîchère, si vous comptez quelque chose comme 3 hectares, avec les serres, le matériel, les caisses, les machins, les trucs, bah, vous pouvez tabler sur 100, 150 000 euros. Je ne sais pas si vous avez en tête le coût d'une ferme, une ferme dite conventionnelle, elle est, on va dire, la ferme moyenne dans le Grand Ouest, là par chez nous, c'est 120 hectares. Vous avez une idée de combien ça coûte une ferme de 120 hectares? On est entre 1,5 million et 3 millions, en fonction de la mise aux normes des bâtiments. Donc vous imaginez hein, la différence d'investissement, la différence de coût d'entrée de jeu. Or on sait que l'une des choses qui fait, sans cynisme aucun, mais littéralement mourir les agriculteurs, c'est-à-dire les faire se suicider aujourd'hui, c'est l'endettement. Parce que les gars, ils travaillent 70 heures par semaine, ils sont endettés jusque-là, et en plus, les revenus qu'ils dégagent, la plupart du temps, c'est même pas les leurs. Une bonne partie viennent de la PAC. Donc imaginez cette vie, c'est absolument sidérant. Donc là, on est sur des investissements réduits et des charges d'exploitation réduites. C'est-à-dire, les charges d'exploitation, c'est quoi? Bah, c'est le pétrole que je vais mettre dans le tracteur quand je vais passer, je ne sais pas moi, 10 fois dans le mois pour faire les traitements, les machins, les trucs, dans la moissonneuse-batteuse. Bah, c'est tous les coûts pour faire fonctionner les bâtiments. Moi, j'ai pas toutes ces problématiques-là. Moi, tout est à la main. C'est petit. On a tout conçu d'entrée de jeu pour que ce soit le moins énergivore possible. Et du coup, mes charges d'exploitation, bah, elles sont réduites à leur strict minimum. Et essentiellement ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pas plus. Et potentiellement, dans des petites micro-fermes autonomes et résilientes, eh bien, on pense qu'on offre une meilleure qualité de vie aux personnes qui sont en place. Pourquoi? Vous allez le voir dans un instant. C'est beau. Alors, ce n'est pas le seul intérêt, mais vivre dans du beau, c'est quand même un sacré avantage. Et la plupart du temps, quand on voit les jeunes aujourd'hui qui veulent créer tous ces projets-là, eh ben, non seulement il y a le beau, mais il y a aussi quasiment une philosophie de vie derrière. Ils ont envie, alors souvent ils fantasment, hein, ils ont envie de s'extirper de la vie urbaine qui ne leur convient plus. Beaucoup ont fait des burn-out, il y a de la désillusion. En tout cas, il y a une aspiration à quelque chose de différent, de meilleur. Je vous le dis, hein, très honnêtement, parfois fantasmé, donc il faut leur remettre un petit peu les idées au clair et les pieds sur terre. Mais potentiellement, ces gens-là aspirent à une vie familiale complètement différente,
plus zen. Alors ça, ils se sont un peu trompés parce que quand on est maraîcher, on court tout le temps. Mais c'est ce qu'ils pensent au départ. Alors voilà, je vous le disais tout à l'heure, création de la ferme du Bec et Loing en 2006. Alors il y a une petite erreur, c'est pas 16 hectares, c'est 20 hectares maintenant. 4000 m² de maraîchage approximatif entre le maraîchage manuel, donc vraiment fait à la main. Et on a gardé quelques petites parcelles comme ce que vous voyez là avec le cheval, en traction animale. On n'en a plus beaucoup des parcelles comme ça, mais c'est assez pratique pour ce qu'on appelle les encombrants. Donc là où on va faire les patates, où on va faire les oignons, parfois les poireaux, les courges. On met ça sur des très grandes parcelles. On travaille en surface uniquement. Le mot labour n'existe pas chez nous, hein. En dépit de ce que vous pouvez voir là. Là, le socle de le petit outil tracté, pardon, il ne fait que enlever les mauvaises herbes en surface et il n'y a jamais aucun labour. Jamais on ne descend en dessous de 5 cm du sol. Si on descend en dessous, non seulement on altère la vie des vers de terre, la vie des bonnes bactéries qui sont présentes dans le sol, et en plus on crée ce qu'on appelle une semelle de labour, c'est-à-dire un compactage, mais qu'on ne voit pas en surface, qui se loge en dessous. Et quand on fait ça avec des tracteurs et des charrues et des socs, eh ben, on crée ça à 40 cm de profondeur. Donc vous pensez sur le dessus, là, que votre sol il est tout beau, il est tout fluide, que vos systèmes racinaires vont pouvoir aller plonger hyper facilement. Et en réalité, à 40 cm, le système racinaire, il tombe sur du béton. Pas du béton, hein, c'est le fait d'avoir tassé, puis retassé le sol avec les passages des engins. Donc ça, c'est vraiment problématique. Donc nous, à chaque fois qu'on veut un petit peu de puissance, on est en traction animale. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les micro-fermes vont être en traction animale, ce n'est pas un passage obligé. Nous, on a été un peu jusqu'au boutiste parce qu'on était très conscients à la création de la ferme de ce qu'on appelait déjà à l'époque le pic pétrolier. C'est-à-dire savoir que non seulement le pétrole allait devenir rare, en tout cas difficile à exploiter, et très certainement trop cher pour nous agriculteurs. Donc trop cher pour ceux qui nourrissent la société, hein. En réalité c'est de ça dont il s'agit. Donc sur ces 20 hectares en tout, même si sur ces 20 hectares on a 12 hectares et demi de bois, on produit des fruits, des légumes, des plantes aromatiques et médicinales, on fait des produits transformés tels que du jus de pomme, du vinaigre de cidre, du cidre. Alors je devrais dire on faisait, parce qu'aujourd'hui la ferme est vraiment redevenue un centre expérimental, une entité d'exploration scientifique plus qu'une ferme de production. Alors le projet initial c'était ça, c'était vraiment pratiquer une agriculture paysanne et familiale. Et là c'est moi avec ma fille Chanty quand elle était toute petite. Et voilà ce qu'on voulait recréer. Ça c'était notre fantasme à nous. Ça c'est une peinture d'un peintre qui s'appelle Lucien Pouedras, qui croquait avec beaucoup de bonheur les paysages comestibles de la Bretagne dans les années 50. Là, c'est 1950, c'est pas si loin. C'est juste avant le remembrement. Et le remembrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a balancé les arbres, il a rasé les talus, il a rebouché les mares, et c'était ça. Et on voit bien les maisons d'habitation qui sont sises au beau milieu des lieux de production de nourriture. Et nous, c'était ça dont on rêvait. On voulait à la fois avoir la production de nourriture, les animaux qui allaient paître à cet endroit-là, beaucoup de biodiversité, des rangées d'arbres pour nous abriter des vents dominants et donc créer des microclimats, avoir une productivité abondante, nourrir les sols. Et quand vous avez une diversité telle que celle-là, il n'y a pas de problème, vos sols ils sont résilients. Ils ne s'envolent pas au premier coup de vent, ils ne partent pas avec la première inondation, et vous gardez votre taux d'humus de façon systématique. Du coup, vous avez une productivité digne de ce nom. Alors, souvenez-vous, 2006, on crée la ferme, donc on est en bio tout de suite, en traction animale, mais on est un petit peu classique, c'est-à-dire qu'on fait des trucs en ligne, comme ça, on n'a pas encore découvert la permaculture. Et 2008, c'est véritablement un tournant dans notre histoire, parce que cette permaculture, elle va non pas tant nous permettre de progresser techniquement, en termes de technique de culture, mais de comprendre et de lire tout l'écosystème qui nous entoure complètement différemment. Et de comprendre notamment notre sol. Et ça a été l'élément déterminant. Donc la permaculture, c'était l'une des questions qui a été posée tout à l'heure, c'est quoi? Alors si vous vous posez la question aujourd'hui, c'est un peu tarte à la crème, hein, la permaculture. Donc les gens ils vont vous dire, moi je fais de la permaculture, ça veut dire je fais des buttes là dans mon jardin. C'est pas du tout ça. La permaculture, c'est pas une technique de jardinage, c'est certainement pas un nouveau mode d'agriculture, c'est vraiment un système conceptuel. Alors, se dire quoi, système conceptuel? En fait, c'est un outil qui vous aide à concevoir
Bon, en l'occurrence, chez nous, c'est une ferme, mais ça pourrait être n'importe quel système. Quand je dis système, ça peut être une école, ça peut être une entreprise, ça peut être une association. Donc de concevoir ce système pour faire en sorte qu'il soit économiquement viable, environnementalement durable, et que l'être humain se sente bien, se sente à sa place, se sente, on va dire, honoré, reconnu au sein de ce système-là. Et cette permaculture, élaborée en Australie dans les années 70 par deux personnes qui s'appellent Bill Mollison et David Holmgren, elle rassemble tout un ensemble de principes qui vont mener à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut qu'environnementalement, on soit respectueux. Il faut qu'on arrive à gagner notre vie. Hein. Ce n'est pas un rêve complètement ubuesque de bobo ou de baba en vacances. Hein. C'est vraiment, il faut pouvoir vivre de ça. Mais en même temps, il faut pouvoir préserver la planète et faire en sorte que l'être humain soit épanoui dans ce contexte. Et donc cette permaculture, elle vise à obtenir ces trois effets positifs, tout en respectant des principes. Et les principes, en fait, de la permaculture, bah, c'est rien d'autre que du biomimétisme. C'est-à-dire, je regarde comment ça fonctionne dans un écosystème à l'état naturel, la forêt, qui est à côté de chez moi, pour le peu qu'elle n'ait pas été trop modifiée par l'homme, comment ça fonctionne entre les grands arbres, les buissons, le lierre qui grimpe sur certains arbres, tout ce qui va couvrir le sol, par exemple, au printemps. C'est quoi les interactions que je peux deviner? Pourquoi, au pied de certains arbres, on trouve toujours les mêmes champignons quand on va se balader à l'époque des champignons? Quel est l'écosystème? Qu'est-ce qui relie les éléments entre eux? Alors tout ça, c'est invisible, on ne le voit pas vraiment. Mais les scientifiques qui s'y sont intéressés, eux, ils ont réussi à déterminer des liens de cause à effet entre ces trucs-là. Et en permaculture, bah, c'est la même chose. On se dit, bah, tiens, dans un écosystème, comment on peut relier les différents éléments pour que les relations qui s'installent entre eux soient bénéfiques? Alors, si je parle en clair, avec le décodeur, si je dis que le système, ma ferme par exemple, c'est un cercle. J'aime bien prendre ces images de rondeur, parce que dans la nature, on a rarement des lignes droites, on est plus dans la rondeur. Donc la ferme, c'est ce rond-là. Dans la ferme, j'ai plusieurs éléments, les éléments du système. Donc l'élément, ça peut être, allez, je pose ici les cerfs, les maraîchers, le cheval de trait, les oiseaux, les insectes, les visiteurs même qui venaient avant, les grenouilles, etc., 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 les arbres, les mares. Et j'ai plein de petits points là dans mon cercle, et vous allez imaginer plein de flèches entre tous ces éléments. Et il y a plein d'interconnexions. Alors au bout d'un moment, on ne voit plus rien tellement il y a de relations. Mais ces relations-là, qui sont toutes bénéfiques, complètement naturelles et toutes bénéfiques, elles font que votre système il va être résilient. C'est-à-dire si demain, j'ai une panne, j'ai un arrêt, j'ai quelque chose qui ne fonctionne plus, par exemple, pour, on va dire, faire du compost, ou alimenter le sol, puisqu'on parle du sol ce soir. Imaginez mon cheval de trait, qui est un des éléments du système, hein, si vous vous rappelez. Demain, il a une maladie quelconque, je suis obligée de le soigner aux antibiotiques, je lui fais des piqûres d'antibiotiques. De fait, le fumier, le crottin et le fumier qu'il me donnait d'habitude, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, ça va être plein de produits chimiques qui vont me tuer les vers de terre, qui vont me tuer les bonnes bactéries du sol, puisque c'est souvent des bactéricides, hein, donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais le mettre à composter, ce fumier, mais en attendant, ben, j'ai rien pour nourrir mon sol. Et cette fonction de nourriture du sol, dans un système résilient et bien organisé, il faut que je la trouve ailleurs. Alors c'est assez facile à comprendre, dans une ferme, je vais la trouver où? Bah, tout simplement avec mon fumier de poule, pourquoi pas mon fumier de mouton, où j'ai moi-même fait mon propre compost, ou alors j'ai préparé ce qu'on appelle du paillage, du mulch, donc je suis allée ramasser des orties, et puis je couvre mon sol avec ça, pourquoi pas utiliser les tontes de gazon, en faisant bien attention qu'elles ne soient pas grainées. Donc tout ce qui vient du sol retourne au sol. Les déchets sont recyclés à l'intérieur du système, qui de fait devient plus autonome et résilient. Rien n'est considéré comme un déchet, en tout cas de ce qui vient de la terre. Donc les tontes de gazon ou les gens qui brûlent encore les tailles de haies, etc., moi je m'évanouis. C'est de l'or en barre. C'est de la... ma petite voisine, elle disait comment? Ah ouais, elle appelle ça la terre de bois. Le compost qui est fait quand on a laissé le bois se décomposer pendant des années. Elle dit, mais ça c'est de l'or, c'est de la terre de bois. C'est joli comme nom, hein, la terre de bois. Autant dire que tout ça, les anciens savaient quelle valeur ça avait. Et je ne sais pas à quel moment ça a switché là dans notre tête et on s'est dit, ah bah non, toutes les tailles de haies, on va les brûler, ça fera plus propre. C'est quoi cette aberration? Il vaut mieux les broyer quand on peut et en faire du broyat qui va revenir à la terre, qui va permettre de pailler. Pailler, c'est hyper important parce que comme on voue un culte quasiment laïque
au sol, on veut le protéger au mieux, ce sol. Et n'importe quel sol à nu, c'est une catastrophe. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse jamais les sols à nu, selon vous? Ça les lessive. Ça lessive, donc un coup de vent, un coup de pluie, hop, tous les minéraux, les nutriments, ça part. Et puis qu'est-ce que ça fait après le coup de vent et le coup de pluie? La terre, elle résiste comment? Ça tasse, c'est-à-dire que ça fait une espèce de petite croûte de battance, alors sur le dessus, puis à terme ça devient un peu plus profond. Mais vous savez, à un moment donné, la terre, pour se protéger, elle fait comme une croûte, hein, on appelle ça la croûte de battance, c'est-à-dire que ça devient plus dur sur le dessus. Quoi d'autre? Pourquoi on couvre les sols? Quel est le problème à laisser les sols à nu? L'évaporation. L'évapotranspiration, effectivement. Donc toute l'humidité qu'on a dans le sol, avec les périodes de, non pas réchauffement climatique, mais dérèglement climatique qu'on vit de plus en plus, on commence à avoir des étés de plus en plus chauds, de plus en plus secs, beaucoup moins de précipitations. Donc dès qu'on a la moindre goutte d'eau dans le sol, en permaculture, notre job à nous, permaculteurs, c'est d'essayer de la faire rester le plus longtemps dans le sol. Or, si le sol est à nu, complètement exposé aux rayons du soleil et aux UV, qu'est-ce qui se passe? On fait évaporer tout ce qu'il y avait comme humidité qui était dedans. Donc du coup, cette humidité, elle est perdue pour les systèmes racinaires des légumes. Elle ne vient pas les abreuver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est terrible quand on laisse des sols à nu? Tous les petits vers de terre. Alors les vers de terre, eux, ils vont être embêtés au départ, mais ils vont aller chercher un petit peu plus profond. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, plus profond, c'est assez, parce qu'on a laissé le vent, la pluie éroder, que la terre est un peu grillée par les UV, etc., ben, il n'y aura plus grand-chose à manger. Parce que le ver de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à digérer. On dit que c'est des décomposeurs primo-secondaires, c'est-à-dire primaires, ils sont un petit peu en surface, et puis secondaires, ils sont dans la terre. Leur job, c'est de décomposer la matière. Si au bout d'un moment, il ne pousse plus rien dans le sol parce qu'il a été solarisé, le ver de terre, il n'aura plus son boulot à faire. Et du coup, qu'est-ce qu'il ne fera plus? Il ne fera plus ces espèces de petites alvéoles qui laissent passer l'eau et qui laissent passer l'oxygène, qui est nécessaire aussi au système racinaire. Donc effectivement, au bout d'un moment, les vers de terre risquent de pâtir. Mais ce n'est pas eux qui m'inquiètent le plus dans l'histoire. La terre devient pauvre, non? La terre s'appauvrit parce que ça, effectivement, c'est malheureusement un cercle vicieux. On n'a plus de vie, puisque tout est... Donc non seulement il y a d'évapotranspiration, c'est lessivé, on n'a plus de vers de terre, si on n'a rien qui pousse, c'est inerte. Oui, c'est pas ça que je veux vous faire dire encore. Les ultraviolets, peut-être? Oui, qu'est-ce qu'ils font les ultraviolets? Ils crament. Ils crament quoi? Les bactéries. Exactement. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça la clé d'un sol. Vous aurez tout compris sur le sol quand vous aurez compris votre microbiote intestinal. À peu de choses près, moi je l'ai compris comme ça, hein, le sol. Quand vous aurez compris comment marche votre microbiote, avec l'histoire des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, des antibiotiques, des machins comme ça, vous avez tout compris du sol. Un sol qui est exposé aux UV, en surface en tout cas, donc dans les 5 premiers centimètres de sol, on éradique tout le monde. Les bactéries, les bonnes bactéries, parce qu'il ne faut pas croire, depuis Pasteur, on a toujours en tête le fait que les bactéries sont mauvaises, mais non, pas du tout. Hein. Il y a une grande majorité de bonnes bactéries, fort heureusement, et dans nos microbiotes, et dans ceux du sol. Hein. Donc, les UV crament toutes ces fameuses bactéries, et ces bactéries, si elles ne sont plus là, si elles sont plus présentes et actives dans notre sol, qu'est-ce qui se passe? Les systèmes racinaires des plantes ne peuvent plus se nourrir. Parce que la plante, elle n'est pas capable d'aller extraire toute seule, non seulement tout ce qu'il y a de bon dans la roche-mère, hein, toute cette minéralisation, comme elle l'appelle, sont ces alliances de bactéries, champignons qui la font, et en plus, c'est eux qui viennent alimenter les systèmes racinaires de tout ça. La plante, elle n'est pas capable de prendre elle-même. Elle est dépendante de cette web, de cette toile, en bon français, de bactéries et de champignons qu'on appelle la rhizosphère. Si on n'a pas cette rhizosphère, la plante ne peut pas manger. Et c'est pour ça qu'en agriculture dite moderne, l'agriculture de l'après-seconde guerre mondiale, où on a oublié que le sol, c'était l'essentiel dans la croissance de la plante, eh bien, on a été obligé d'utiliser des pesticides, des fongicides, des trucs en cide. Pourquoi? On a laissé les sols à nu, avec les conséquences qu'on a dites tout à l'heure. Plus rien à manger dans le sol, plus d'oxygène, semelle de labour, sol compacté. Donc en gros, on a fait pousser des végétaux quasiment hors sol. Il n'y avait plus de bactéries, il n'y avait plus de champignons. Donc ma petite graine de blé là, que je voulais faire pousser, elle ne pouvait plus aller chercher l'azote et les nutriments dans le sol, puisqu'il n'y avait plus les bactéries. Donc elle ne peut pas se nourrir. Donc je lui balance de l'azote par-dessus. Les plantes pionnières, celles qu'on appelle les mauvaises herbes, mais qui sont des super plantes, typiquement les pissenlits, les rumex,
elles sont vigoureuses. Donc même si on a lessivé le sol, si on l'a tassé, elles sont là pour réparer. Donc elles essayent tant que faire se peut de pousser. Elles poussent. Bah, du coup, on balance des herbicides parce qu'on ne les veut pas, ces plantes-là. Après, comme on n'a plus notre bonne flore intestinale, qu'est-ce qui se passe? Arrivent au galop les bactéries pathogènes. Donc qu'est-ce qu'on a? Des maladies fongiques sur la plante qu'on veut faire pousser. Qu'est-ce qu'on balance? Des antifongiques. Et vous avez compris le cercle vicieux. Tout ça parce qu'on a oublié les principes de base de l'agronomie. Comment fonctionne un sol? Et nous, dans nos systèmes, on revient vraiment de façon obsessionnelle à tout ça. Donc, autre principe de la permaculture, comme dans la nature, dans le système, chaque élément, je vous ai passé les petits points tout à l'heure, remplit plusieurs fonctions, et chaque fonction importante est remplie par plusieurs éléments. Donc ça, c'est mon histoire des petits points, les petites flèches. Quand mon cheval est malade, j'ai plus de fumier, bah, du coup, je vais chercher le fumier d'un autre, ou mon compost, etc. Et ça, c'est exactement l'inverse de cette linéarité que nous a apporté l'ère industrielle et post-industrielle, d'ailleurs. Moi, je prends toujours l'image de comment ça s'appelle, la ligne de production dans une entreprise. Entre un point A et un point Z, on rentre des éléments en point A et on s'attend en point Z à avoir un produit fini, quel qu'il soit. S'il y a un boulon qui casse en point M, tout s'arrête. C'est terminé. Dans des systèmes résilients et basés sur la pensée écosystémique comme les nôtres, comme tout, on boucle toujours les cycles et les interactions se font dans tous les sens. Même si à un moment donné, pour une raison, pour une interaction est interrompue, il y en a une autre qui va prendre le pas. Donc ça va toujours fonctionner, de façon peut-être différente, mais ça continuera à fonctionner. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la magie de cette intelligence de la pensée écosystémique. Alors on dit aussi en permaculture que le tout est plus que la somme des parties. C'est-à-dire que dans un système, quand on associe des choses, eh bien au final, si on met 1 plus 1, donc je ne sais pas moi, un verger avec des légumes qui poussent en dessous, ça s'appelle de l'agroforesterie, ben le résultat n'est pas égal à 2. Avec toutes les interactions qu'on crée, tous les bénéfices de cette association-là, le 1 plus 1, il est au moins égal à 3. C'est-à-dire qu'on décuple en fait les effets bénéfiques de cette histoire-là. Donc ce n'est pas une technique agricole, mais un système conceptuel. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc la conception permaculturelle, c'est-à-dire la façon dont je vais organiser ma ferme, la façon dont je vais décider que, tiens, tel pommier, je vais le planter là. Et pourquoi je vais le planter là? Alors à chaque fois, je me pose la question. Je plante un pommier déjà pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on plante un pommier, tiens? Pour avoir des pommes. Ça, on est tous d'accord, c'est la fonction numéro 1. Mais moi, dans ma logique écosystémique et dans une conception permaculturelle, je ne vais jamais me contenter de cette seule fonction. À la limite, j'en parle même pas, elle est tellement évidente. Donc, numéro 1, je veux des pommes. Qu'est-ce que je veux d'autre aussi quand je plante un pommier? L'ombre. Pardon? Des pollinisateurs. Des pollinisateurs, ça attire les pollinisateurs. De l'ombre, donc ça génère un microclimat. Quoi d'autre? Protection contre le vent. Protection contre le vent, excellent. Donc ça fait partie aussi du microclimat, mais ça défend les cultures. Qu'est-ce que ça apporte d'autre, un pommier? Ça va nourrir le sol aussi. Ça va nourrir le sol. Très logique à comprendre. À l'automne, les feuilles tombent, ça fait de l'humus, ça vient nourrir le sol. Quoi d'autre? C'est beau. C'est beau, ça apporte de la beauté. Et du Ça plaisir sent. donc. C'est beau. Quoi d'autre? La fraîcheur. De la fraîcheur. Quand Donc il fait microclimat. Pourquoi ça fait de la fraîcheur un pommier? Comment ça s'organise cette fraîcheur? Comment ça s'explique? Avec les échanges Des échanges de quoi notamment? entre le soleil et Alors oui, mais il y a quelque chose de plus précis. Dans les villes, si vous voulez faire baisser la température, parce que c'est infernal les villes avec le dérèglement climatique, vous savez les températures, qu'est-ce que vous faites? on met de la verdure. On met de la verdure, on met des arbres. Alors les gens pensent toujours que les arbres font baisser, oui, voilà, exactement c'est ça, font baisser la température grâce à l'ombre. Mais non, c'est pas tant ça. L'arbre, c'est le meilleur climatiseur que vous puissiez trouver. Sa transpiration. C'est ça, monsieur l'a dit. C'est un radiateur, un arbre. C'est-à-dire que ça pompe autant d'eau que ça en relargue. Vous avez des circuits d'eau comme ça qui sont essentiels à l'entretien d'un microclimat autour. Vous avez tous déjà traversé une forêt, vous avez une autoroute qui traverse une forêt par exemple, vous conduisez, vous avez beaucoup de brouillard ce jour-là. Quand vous traversez la forêt, qu'est-ce qui se passe? Quand l'autoroute traverse la forêt et que vous conduisez sur l'autoroute, qu'est-ce qui se passe par rapport au brouillard?
Il y en a plus ou il y en a moins? Il n'y en a pas. Il n'y en a plus, ou moins. Pourquoi? Tous les arbres de la forêt absorbent cette humidité en fait qui est générée par le brouillard. Donc c'est pas qu'il y en a plus du tout, mais très certainement vous allez voir, vous avez l'impression de sortir de la nappe de brouillard. Pas du tout, vous n'en êtes pas sorti. C'est juste qu'à cet endroit-là, l'arbre aura rempli sa fonction, c'est-à-dire voilà. Et en fait c'est des échanges permanents. L'arbre. Donc c'est absolument génial parce que du coup ça régule. Ça apporte de l'humidité dans l'environnement, ça en apporte aussi par le jeu des systèmes racinaires, des bactéries et champignons, ça apporte des nutriments et de l'eau à toutes les cultures qui poussent autour. Donc vous voyez, dans une logique écosystémique, vous enlevez de votre idée, je plante un pommier pour avoir des pommes. Ok, vous me le dites ça, si vous voulez, vous le mettez en numéro 1, mais j'attendrai de vous toujours au moins 5 fonctions. Et comme ça, à chaque fois que vous allez implanter un élément dans votre jardin, que ce soit creuser une mare, créer un talus, planter un arbre, vous devez vous creuser les méninges en me disant c'est quoi les fonctions. Si je mets la mare là, elle va servir à quoi? À qui? Donc oui, la mare, elle va refléter le soleil, par exemple si je suis plein sud, elle donnera plus de lumière sur mes cultures qui sont juste derrière, du coup mes cultures feront une meilleure photosynthèse, du coup elles vont mieux pousser, donc du coup j'aurai plus d'abondance. Oui, la mare va faire thermomasse, c'est-à-dire que l'eau va capter la chaleur toute la journée là, du soleil qui chauffe bien, elle va l'emmagasiner. Et la nuit, quand les températures aériennes auront tendance à baisser, eh bien la mare va relâcher ses calories emmagasinées toute la journée. Vous voyez, encore une autre fonction. La mare, elle va servir aussi à attirer des grenouilles. Les grenouilles, c'est sympa dans des systèmes comme les nôtres, ça mange les limaces. La mare va attirer des couleuvres. Les couleuvres, c'est sympa dans des systèmes comme les nôtres parce que ça mange les rongeurs. Et pourquoi je dis les grenouilles et les couleuvres, c'est sympa dans nos systèmes? Parce que dès que vous allez pailler votre sol, donc le couvrir avec du paillage inerte, de la paille, des feuilles, des orties, etc., tout de suite, vous allez avoir des invités. Votre jardin, vous pourrez mettre une pancarte. Ici, c'est le club maître de la limace ou le club maître des rongeurs. C'est normal. C'est leur habitat naturel. Vous apportez du paillage, vous apportez un peu de compost, c'est-à-dire de la matière en décomposition, c'est inévitable. Vous allez avoir des limaces, vous allez avoir des rongeurs. Donc, tout de suite, on attire dans l'écosystème la prédation du prédateur. Et c'est ça qui fait tout l'équilibre. En fait, nous, en tant que permaculteurs, on a le contrôle sur rien. Et il faut l'accepter. C'est pas évident. Surtout quand on en vit. Il faut un sacré lâcher-prise, notamment les premières années. Mais par contre, là où on a un peu de pouvoir, c'est dans l'intelligence de la conception. Si on réfléchit bien la façon dont on aménage notre parcelle et ce qu'on met dedans, et on arrive à équilibrer, en tout cas à mettre tous les éléments en place pour équilibrer l'écosystème, alors à un moment donné, l'équilibre il se fera sans nous. Ça va être un peu sur un pied au départ, on va regarder ça de façon un peu angoissée, mais il va se faire à un moment donné ou à un autre. Et on va inviter un maximum de biodiversité. Et tous les services qui vont être rendus par l'écosystème vont faire que vous allez décupler la productivité. Et on peut dire, nous ça nous a choqué à un moment donné, de nous dire, complètement encore une fois à contre-courant de cette agriculture dont on a l'habitude, à un moment donné, surtout après la fameuse étude qu'on a faite avec l'INRA, on s'est dit, mais attends, dans nos systèmes là, en fait si tu es environnementalement performant et uniquement à cette condition, alors tu es économiquement performant. D'habitude on oppose les deux. La performance économique et la performance environnementale. Et c'est même pas qu'on les oppose, c'est qu'on les éloigne très fortement. Et bien nous, on disait le contraire, c'est-à-dire que si environnementalement on est bon, alors et seulement alors, on aura une récompense économique à la clé. Et pour nous, ça a été absolument révolutionnaire. Donc l'importance de la matière organique et de la captation de carbone dans des systèmes comme les nôtres. Cette photo-là, elle est intéressante. Vous pouvez peut-être le deviner ou pas forcément. Tout ce qu'on voit qui est très vivant, très vert, c'est le cœur intensif de la ferme. C'est à peu près 5 hectares. Le reste, je vous dis tout à l'heure, ça fait 20 hectares. Les 15 hectares, c'est la colline de bois qu'on pourrait deviner là tout en haut de la photo. Ça, c'est chez le voisin. Et vous pouvez deviner l'herbage au-dessus avec les vaches, c'est chez le voisin. Vous avez vu en plein été la tête et la couleur de son tapis là? Vous avez vu chez nous? Pourquoi, à votre avis? Les arbres. L'étang, les étangs, les mares. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire pour retenir un maximum l'eau dans notre système? On
crée des mares, on plante des arbres. Elles sont où les mares là sur le... Alors, c'est difficile à deviner. Il y en a, celle-ci, elle est pleine d'algues vertes en plein été avec la chaleur, elle est pleine d'algues vertes. Il y en a une là, vous la voyez là? Ah oui, d'accord. Il y en a, alors sur le mandala, je ne suis pas assez grande, mais il y en a plusieurs dans le mandala, des petites qu'on ne peut pas voir d'en haut. Et en plus, ici, court un ruisseau, alors qui n'irrigue pas du tout la ferme, hein, mais qui la traverse de part en part. Ah ouais. Mais les mares, elles sont disséminées un petit peu partout. Alors, quoi d'autre à votre avis qui peut faire en sorte que... Vraiment, on a essayé de transformer notre sol en une éponge. C'est à peu de choses près ça. Vous avez déjà tous marché en forêt, sur un sol très humique. Ça fait quoi comme sensation au niveau du pied? Ça fait un peu trampoline, hein, c'est tout mou, c'est tout... Bah, c'est ça, c'est comme si on marchait sur une éponge. Ce qu'on veut faire dans nos espaces, c'est ça. C'est apporter un maximum de cette structure éponge qui fait que chaque goutte d'eau qui va tomber dans le système, on va essayer de la retenir la plus longtemps. Parce qu'en plus, dans un sol comme le nôtre, qui est très fluide, pas argileux du tout, on n'a pas un pet d'argile malheureusement, l'eau de pluie qui arrive, boum, elle descend et très vite elle arrive dans la roche et il ne se passe plus rien. Elle n'est pas du tout à disposition des végétaux. Donc nous, vraiment, notre intérêt, c'était de la retenir le plus. Alors, comment on fait? Lisez le titre de la slide et vous verrez. Matière organique. Et comment on rapporte de la matière organique? En mettant du compost, en paillant. Et ça, c'est deux clés aussi. L'eau, on pense tout de suite à la collecter au niveau des toits, à faire des mares, à faire des drains, des baissières, des choses comme ça. Les arbres, bon, et les arbres et les arbustes, c'est vrai, ça on y pense, mais la matière organique, c'est l'une des clés. Pourquoi dans la forêt, on a cette structure éponge toute moelleuse là quand on marche dessus? C'est quoi? C'est à force, toutes les feuilles qui tombent, mais c'est de l'humus. Toute cette surface humique, c'est la meilleure façon de garder un maximum d'eau dans vos sols. Hein. Alors, importance de la matière organique et bien sûr de la captation de carbone. Ce midi, là, je faisais une autre conférence à Paris chez des assureurs, parce que le but c'était de voir comment ils pouvaient financer cette nouvelle agriculture. Et puis il y avait des gens de l'agriculture industrielle qui faisaient un exposé avant moi, et ils disaient l'agriculture, après avoir fait tous les bilans carbone possibles et imaginables, est l'un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre, avant même la circulation des voitures, avant même l'industrie. Et cette émission de gaz à effet de serre, malheureusement, il se passe au champ. C'est même pas l'agroalimentaire derrière qui génère toute cette problématique-là. C'est vraiment dans les champs. Donc, bien sûr, là-dedans, ils incluent le méthane relargué par les vaches, mais il y a aussi le passage des tracteurs et surtout les gaz à effet de serre. Donc, cette captation de carbone, elle est essentielle. Donc, comment est-ce qu'on capte du carbone? Je viens de vous le dire. Déjà, en ne labourant plus, terminé. Plus de labour, ça ne doit plus exister. En couvrant les sols, encore une fois, parce que le fait de mettre du paillage, le fait de rajouter de la matière organique, ben non seulement ça retient l'eau, mais ça capte aussi le carbone, et en plantant des arbres. En plantant un maximum d'arbres, de haies, non seulement on attire la biodiversité, non seulement on tient bien les sols qui ne vont pas s'envoler au premier coup de vent, mais en plus on capte du carbone, donc on compense les émissions faites par ceux qui travaillent pas très proprement, on va dire. Donc un soin du sol, dans nos systèmes, on va être franc et clair, c'est faisable parce qu'on est sur toute petite échelle. Sur des très grandes surfaces, quand on est en mécanisation, alors oui, on peut mettre des épandeuses à fumier, on peut répandre beaucoup de choses sur des grandes surfaces, mais c'est quand même beaucoup plus difficile d'avoir un soin obsessionnel des sols quand on est sur grande surface. Donc nous, d'une certaine façon, ça n'est viable que parce qu'on est sur petite surface. Alors vous voyez, par rapport à la slide... Ah non, j'ai mis la suivante. Je vais revenir. Ouais. Voilà. Ça, c'est exactement ce que vous allez voir juste après sur le croquis. Vous voyez? Donc ça, c'est le fameux herbage du voisin qui était tout cramé. Donc là, juste pour vous montrer qu'on voit mieux les mares qu'on ne les voyait sur la photo vue du ciel. Donc vous voyez, il y en a à beaucoup d'endroits des mares. Là, il y a le bec qui traverse au milieu et on les aperçoit dans le mandala. Là, aux quatre coins, il y a des petites mares comme ça. Donc la captation d'eau, elle est partout et principalement dans les points bas. En fait, on va chercher l'eau là où elle stagne naturellement et là où elle va raviner, là où elle va dégouliner. Donc on la maintient le plus possible dans ces endroits-là. Tac. Ça, c'est ce que c'était au départ. Donc on a quand même sur cette photo-là les premières mares que je vous ai montrées tout à l'heure,
qui était créé, mais à cette époque-là, il n'y avait aucune culture. On ne trouvait plus du tout cette image-là, et c'est sur un site internet américain, c'était une image Google, qu'on a pu retrouver ça, parce qu'on n'avait aucune photo vue du ciel du départ. Alors, c'est pas tout à fait le départ, parce que si on avait déjà creusé les mares, c'est qu'on était déjà en 2005. Or, nous, si vous vous souvenez bien, on était arrivé en 2003. Donc voilà, de quoi on est parti. C'était un herbage dans lequel, juste avant nous, il y avait des vaches, et nous, on a mis nos chevaux. Première chose qu'on a faite, on a planté des arbres, hein, vous les apercevez, là, tous ces arbres qui étaient là, qu'on a plantés, là, je veux dire, avec les corsets, ils n'étaient pas là au départ. Donc la première chose qu'on a faite, creuser les mares, planter les arbres, essentiel. Et puis, ça s'est transformé en ça. Vous connaissez bien ce paysage maintenant. Et ça, il a fallu, donc la précédente photo, c'était 2005, et cette photo aérienne vue du ciel, c'est 2018. Vous voyez ? En 13 ans, ça a quand même bien évolué, mais en général, vous remarquerez, quand vous faites des changements un peu importants sur l'écosystème, que ce soit creuser des mares, planter des haies, en 3 années déjà, vous voyez que ça réagit. Qu'il y a des choses qui se réalisent. Il y a des pollinisateurs que vous ne voyez plus, il y a des oiseaux que vous ne voyez plus avant qui reviennent. Vous voyez votre sol qui commence à se transformer un petit peu. Ça réagit, et ça réagit vite. Hein. On pourrait croire que ce n'est pas le cas, mais si. Alors, chose intéressante aussi sur cette photo, on voit donc dans ce fameux herbage du voisin, ici une magnifique coulée verte. Pourquoi ? Le voisin pourrait nous remercier, mais la plupart du temps il nous engueule parce qu'il dit qu'il a trop d'eau à cet endroit-là. Mais il devrait être content parce qu'avec le dérèglement climatique, au moins il a de l'herbe pour ses vaches. Pourquoi ? Parce que l'eau que nous on capte dans nos mares ici, comme on n'a pas d'argile, nos mares elles ne tiennent pas vraiment l'eau. Donc à un moment donné, il faut qu'elle s'écoule quelque part l'eau. Et donc elle part comme ça en coulée verte chez le voisin. Ça c'était déjà le circuit d'eau naturel. C'est-à-dire qu'avant de faire le design, avant de créer la conception du lieu, on a observé, avant même de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe à l'état naturel, le vent circule comment, le soleil circule comment, l'eau circule comment. En hiver, où est-ce que ça fait splash-splash quand je passe avec les bottes? Ça veut dire que c'est un point bas et un point de rétention d'eau, donc c'est une bonne idée que de créer une mare à cet endroit, etc., etc. Et ça, on avait vu d'entrée de jeu que c'était voilà, un cheminement, ça part de là-haut, ça longe les serres là devant, ça se jetait dans l'étang, et hop, ça continuait chez la voisine après. Donc on a mis les mares à un point de collection. Ouais. L'orientation là, de la parcelle Là, on est vraiment plein sud ici, en bas, on a bien respecté le... En bas là. Ici, là, sud. Donc voilà, tout ça c'est bien inondé de soleil. On est plein sud comme ça. Vent dominant qui arrive ici nord-nord-ouest, c'est pour ça qu'on a implanté ici une forêt-jardin, pour faire une bonne haie brise-vent. Tac. Alors, j'en ai parlé suffisamment maintenant. L'année du sol, c'est la captation d'eau. Vous voyez le sol tel qu'il était. Vous voyez que ça, c'est ma fille Chanty qui avait 3 ans. Elle a 16 ans aujourd'hui. Hein. Donc, il y a 13 ans, c'était comme ça encore. Donc, quand on a commencé, je vous ai dit pas de labour, mais pour autant, là, on a fait quelque chose au niveau du sol. Souvenez-vous, c'était un herbage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au tout début ? On a fait venir, par le biais d'un copain agriculteur, qui lui, pour le coup, avait un gros tracteur, une grosse remorque, plein de bennes de fumier décomposées depuis des lustres que le club hippique du coin accumulait. Malheureusement, ce n'était pas du bon compost parce qu'il ne savait pas faire du bon compost, il n'a pas retourné. Donc c'est juste du fumier qui s'est décomposé en place pendant des années, c'est-à-dire pas une très bonne matière. Mais du coup, comme nous, on manquait de profondeur de sol et de matière organique, je ne sais pas si vous voyez, mais notre sol, c'est du caillou, du caillou, du caillou et encore un petit peu de caillou. Hein. Donc on a amené cette matière-là. Le tracteur avec un rotovator est venu tout mélanger, a cassé l'herbe, donc a mélangé l'herbe et toute cette matière organique qu'on avait ramenée. Et à partir de là, on a commencé à implanter nos espaces de culture. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on a creusé des mares. Donc vous voyez, ça, c'est ça, 1 an après. Très 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 rapide. Il a suffi d'amener un nénuphar d'une mare voisine et parce qu'il a fait très chaud cet été-là. Donc, oui, l'été de la création, il a fait très chaud, donc ça c'est l'année d'après, c'est bien ça. Voilà, donc le design, cette fameuse conception dont on parle beaucoup en permaculture, est absolument essentielle. Donc on a, comme je vous le disais hein, au tout début, on a quand même travaillé le sol avec le cheval au départ, tout de suite planter les arbres, mais là on est vraiment sur du superficiel, creuser les mares, encore planter les arbres, là. Toujours protéger bien sûr les arbres, hein, parce que nous, on a des animaux, non pas en liberté dans les cultures, mais qui vont d'un herbage à un autre. Donc à chaque fois que j'intègre un élément dans l'écosystème, il faut que je sache exactement
Ben, on les voit d'ailleurs, les moutons là, on est sur le bord de la photo. Vous voyez? Là. À chaque fois que j'intègre un élément dans l'écosystème, il faut que je sois tout à fait conscient des besoins de cet élément. Là, c'est l'élément mouton. Si je plante des arbres et que je mets des moutons à paître avec, si je protège pas mes arbres, qu'est-ce qui va se passer? Les moutons vont s'attaquer à la corse. Alors pas tout le temps. Si je connais bien mon élément mouton, si j'ai bien étudié ses besoins, ses caractéristiques, ses besoins en aliments, etc., je sais que le moment où ils vont aller chercher l'écorce, il est bien spécifique. C'est au printemps. Pourquoi au printemps, à votre avis? La sève. Montée de sève. Très appétant. C'est plein de minéraux, c'est plein de nutriments, ça ne trompe guère. Donc on va les grignoter un petit coup là-dedans pour aller se servir. Et voilà, l'arbre il reste, ça fait des dégâts monstrueux. Donc ça veut dire que je peux aussi réfléchir mon système différemment. Plutôt que de mettre des corsets comme nous on l'a fait, je peux tout à fait me dire, bah tiens, l'herbage dans lequel sont implantés mes pommiers, les moutons ont le droit d'y aller en toute saison, sauf à cette période bien précise du printemps. Mais je ne peux faire ça que si je connais parfaitement l'élément mouton que j'ai intégré dans l'écosystème. Donc chaque chose, chaque décision que je prends, chaque chose que j'intègre dans mon système, il faut l'avoir réfléchi et il faut la connaître. C'est vraiment important. Combien de fois, nous, parce qu'on a mal réfléchi nos clôtures, on a joué à saute-mouton, attrape-poule, attrape-cochon, attrape-cheval, avec les dégâts que ça représente. Alors, j'ai beaucoup parlé du sol, de comment doit être composé le sol, comment on le protège de la matière organique, mais il y a aussi comment on l'organise ce sol. Je ne sais pas si le mot est bon, mais vous avez peut-être remarqué sur certaines photos déjà que pour certaines cultures, on est complètement à plat, et pour certaines cultures, on va être en butte ronde, comme ça. Notamment pour ce mandala. Là, c'est assez évident parce que cette jolie photo, là, quand on était juste en train de créer ce mandala, c'était en plein hiver 2008, on venait de découvrir la permaculture. Vite, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'on s'est précipité à faire des buttes. Résultat, on a fait un mandala absolument pas pratique, parce que quand vous arrivez là, il faut vous imaginer qu'après tout ça, ça va être couvert de végétation. Hein. Vous arrivez là, donc en hiver ça va, on voit bien que sur la 3e butte là-bas, il y a des salades, donc les jours de récolte, allez hop, je m'en vais chercher mes salades. Quand la végétation est luxuriante, on se dit, ah les salades elles sont au 2e ou au 3e rang. Alors on rentre dans le premier, on fait tout le tour, ah bah non c'était le rang d'à côté. Et moi qui n'ai pas des grandes jambes, impossible d'enjamber mes buttes, et hop, il fallait que je ressorte et que je revienne. Donc très vite on a repensé notre design, et ce fameux mandala, il est devenu, dès le printemps suivant, vous avez remarqué, un mandala avec des allées supplémentaires, pour pouvoir circuler un petit peu plus facilement, pour pouvoir couper. Et là, ce qui est important dans ces histoires de buttes rondes, là, c'est que non seulement en faisant des buttes comme ça, je vais pouvoir gagner 20% de surface par rapport à quand je suis à plat. Pas inintéressant, hein? En plus, je vais pouvoir rajouter dans ces buttes ce que je veux en termes de matière organique. Et donc créer quelque chose qui va être plus riche ou plus fluide ou avec un grain moins grossier que le sol que j'avais initialement en surface. En plus, en fonction de la façon dont je vais orienter, alors là, on est en haut au sud, donc le sud arrive comme ça. En fonction de la façon dont je vais orienter, je vais pouvoir créer des espèces de pièges de chaleur qui vont emmagasiner la chaleur avec la circonférence de mes buttes. Et du coup, entre le versant plein sud qui est ici et le versant plein nord, bah, croyez-le si vous voulez, mais on a une différence de température absolument incroyable. Sauf en été, bien sûr, quand le soleil est au sommet et que tout le monde est abreuvé et a son content de soleil de façon relativement harmonieuse, pas un problème. Mais ce qui m'intéresse, moi, comme je suis maraîchère, pour les reprises de culture hâtives au printemps, ce qui m'intéresse, c'est d'être précoce. Donc, tout ce qui peut me faire jouer avec la précocité, je prends. Donc, le fait d'avoir au printemps des cultures qui vont pousser sur le versant plein sud, comme ça, bah, ça me fait gagner 15 jours par rapport au versant nord. Hein. Même culture, pas sur le même versant, on parle bien de quelques centimètres de différence hein, en termes d'espace, c'est rien du tout. Et pourtant, c'est hyper efficace. Le fait d'avoir des formes comme ça un petit peu diverses, alors moi, ici, j'ai ma prise au vent qui est ici au coin droit de l'écran. Donc le vent balaye tout ce mandala comme ça, mais il ne balaye qu'une moitié. Donc j'essaie que toute la moitié basse de mon mandala, ici, ben, j'ai une terre qui va assécher moins, parce qu'elle va être moins ventée, donc elle va se réchauffer plus vite. Donc je sais que
au printemps, tout ce que je vais mettre sur la moitié basse ici de l'écran, à culture égale. Hein. Si je mets des navets ici et des navets là-bas en haut, mes navets ici, ils auront 15 jours d'avance sur mes navets qui sont là-bas en haut. Et je peux jouer avec ça en créant des microclimats, en créant des abris pour les insectes par exemple. Parce qu'un insecte, quand vous êtes sur de la culture linéaire comme ça, avec une prise au vent direct, bah, il n'y a aucun endroit pour que les petits carabes, vous voyez, c'est les petits scarabées là, qui mangent les œufs de limace, c'est très précieux. Pour que les carabes, les fourmis, les araignées, qu'on croit toujours néfastes au jardin, mais qui sont des super alliés, hein, pour qu'ils viennent se loger, s'il y a une prise au vent très forte, ils ne vont pas rester. Dès lors que j'ai un arc de cercle, comme ça, orienté plein sud et bien protégé des vents dominants, je vais avoir tous mes petits collaborateurs du sol là qui vont se loger là-dedans. Et je les invite du coup à rester au jardin et c'est comme ça qu'ils vont me rendre un tas de services. Voilà l'été, tout de suite ce que ça donne. C'est tout de suite luxuriant, ça marche très vite. Alors en 2013, je vous remets ça. Voyez, encore une fois, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voyez le design hein, tel qu'il est là. Pour nous maraîchers, il n'était pas encore efficace. Il était trop chronophage de s'amuser à tourner là avec les brouettes, les jours de récolte, etc. Donc on a décidé de le changer et d'en faire ça. Vous voyez la différence? Là j'ai un cercle vide au milieu et en gros c'est un soleil. Là vous avez le centre du soleil et tout ça sont les rayons du soleil. Et ça, là encore, on n'a rien inventé, parce que dans toute la synthèse qu'on a fait, nous, à la ferme, pendant des années qu'on a faite, on n'a rien inventé. Hein. On est allé picorer à droite des savoirs ancestraux, les dernières connaissances de la science, et on a fait dans un shaker un bon petit mélange qui nous convenait bien, mais en soi, on n'a rien inventé, on a juste expérimenté tous ces trucs-là. Hein. Et là, ce design-là, ce dessin, on le retrouve dans les traditions aztèques, mayas et incas. Ils faisaient souvent des jardins comme ça en forme de soleil. Et ce qui est super intéressant dans ce design, c'est que là, c'est l'entrée du mandala, ici, là. Hein, de ce côté-là, donc vous avez l'allée principale, vous la voyez. On arrive ici au centre, et on peut se positionner au centre, donc au centre du soleil. On a tous les rayons du soleil qui vont en haut à droite, en haut en bas, et sans bouger, je peux regarder ce qui se passe sur chacun des rayons du soleil. Est-ce que mes cultures vont bien? Est-ce que ça, c'est prêt à être récolté, etc., etc. Et en plus, je joue avec ce dont on parlait tout à l'heure, l'orientation par rapport au soleil, la prise au vent, etc. Comme aucun de mes rayons n'est vraiment orienté de la même façon, je vais avoir une belle diversité, finalement, à la fois d'orientation du soleil et de passage du vent dans ces rayons-là. Donc pareil, hein, j'observe, je sais très bien ce qui est le plus venté, je sais ce qui est le plus abrité, je sais quand j'ai mes poches de chaleur, ou au contraire mes poches de gel, des endroits un peu plus froids, ou quand ça claque un petit peu l'hiver, avec un bon petit vent nord-nord-ouest, c'est encore plus froid qu'ailleurs. Donc à force d'observation, je sais exactement ce qu'il en est. Et voilà ce que donne ce nouveau design de mandala au printemps. Et en plus, c'est plutôt joli. Alors la création de sol, quand on a commencé, je vous l'ai dit, hein, on avait très peu de sol, on a très peu de sol de surface, on n'a pas un très bon sol. On avait un sol plein de matière organique parce que c'était guère qu'un herbage à vache pendant des années, mais il n'en demeure pas moins que pour du légume, c'était pas assez. Aux meilleurs endroits, on a 20 cm de profondeur de sol. Donc on en a apporté beaucoup. On a littéralement créé du sol en apportant du compost. Et là, comme vous le voyez dans la forêt jardin qu'on a planté derrière, en paillant, de façon répétée, tout le temps. Et le paillage, c'est comme un bon compost. Ça doit être équilibré en matière carbonée, telle qu'on la voit là, au fond de la photo, avec de la paille, pour le coup, ou en matière azotée. Alors, la matière azotée, ça peut être de l'ortie déposée, mais la matière azotée, c'est aussi ça. C'est-à-dire simplement la culture qui pousse à même la butte. Là, on est au printemps. Comme vous le voyez, les buttes ne sont pas paillées, et c'est la seule exception de l'année où les buttes ne seront pas paillées. Pourquoi? Parce qu'au printemps, au contraire, on enlève le paillage qui a couvert les buttes tout l'hiver, on laisse le sol réessuyer, comme on dit, se réchauffer, pour dire à nos petits amis les bactéries champignons, allez-y, c'est le printemps, là, levez-vous au boulot, et après, le sol sera couvert de toute façon, parce que qui est-ce qui va le couvrir? Ce sera la culture. Ça, c'est ma culture de printemps. Une fois qu'elle sera partie, eh ben, c'est moi qui vais remettre du paillage à ce moment-là. Et donc, toutes les fans de radis, de navets, de betteraves, hop,
tout ça va repartir sur la butte pour la couvrir, pour faire du paillage en place. Du paillage vert, donc quand c'est vert, ça veut dire que c'est azoté, ou du paillage carboné, comme on l'a vu sur la photo précédente, quand c'est marron, ça veut dire que c'est carboné. Et donc, comme dans un compost, pour qu'un paillage tout au long de l'année soit bien équilibré, il faut avoir à la fois des paillages verts et des paillages marrons, à la fois des paillages azotés, à la fois des paillages carbonés. Voilà un petit peu ce que ça donne le long de l'île avec les mares encore. Donc chaque élément du système est une ressource. Là, vous voyez, je crois que c'était 6-7 ans après avoir créé l'étang. On a tout vidé, en tout cas on l'a laissé se vider à un moment donné de l'année pour aller récupérer la vase. Parce que la vase c'est très riche. Attention, quand on l'extrait, vous avez toujours tout senti, hein, ça sent très mauvais la vase. Pourquoi? Parce que ça évolue dans un contexte anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Donc on a quand même des bactéries un petit peu spécifiques qui se déposent. Donc quand on dévase, on recueille cette vase, on la laisse reposer sur le sol pendant 2-3 jours, pas trop longtemps parce qu'après ça se durcit, c'est très difficile à manier. Et on peut venir l'ajouter sur les buttes de culture. Donc vous voyez, toute ressource est bonne à aller chercher. Voilà ce que ça donne, donc l'île jardin, on voit les mares qui sont tout autour. Encore. Ça c'est la même chose en hiver. Et on voit que très vite, hein, en quelques années, ce paysage qui était au départ juste un herbage avec des trous d'eau que nous avions creusés, et dès le printemps, il reprend vie. Là, on voit des rosomacètes hein, qu'on a installés, nous, en 2-3 exemplaires dès la création de la mare, et qui se sont disséminés un petit peu partout. Ces rosomacètes sont vraiment importants. Non seulement ils attirent une libellule grâce à laquelle la vallée est classée Natura 2000, une petite libellule bleue très jolie qui s'appelle l'agrion de mercure. Donc c'est un bon nichoir pour cette espèce en voie de disparition. Mais en plus, on ne le voit pas encore à cette époque-là, mais sur la mare, à un moment donné, on va avoir plein d'algues. Et ces algues, alors c'est pas comme l'algue verte en Bretagne, hein, et pas d'affolement, mais ces algues, justement, on va aller les récolter pour en faire aussi des paillages à leur tour. Le rosomacète, quand il est tout petit, ça fait comme les jeunes pousses de bambou, ça se mange. Le rosomacète aussi, pendant les périodes de sécheresse forte, il y a 7-8 ans, là, quand on avait eu ces dernières sécheresses, là, surtout au printemps, on n'avait pas encore tous les herbages qu'on a aujourd'hui. Et donc, les animaux avaient brouté tout ce qu'il y avait à brouter. Enfin, c'est simple, parce que l'herbe n'avait pas poussé. Donc, il faisait tellement chaud dès le mois de février que rien n'avait poussé. On ne savait plus quoi leur donner à manger, donc on a commencé à couper les arbres, les frênes, tout ça, ils aiment bien. Et on a donné à manger des rosomacètes. C'est hyper riche en minéraux et en nutriments. C'est l'un des trucs les plus riches qu'on puisse trouver avec les orties. Mais là, il faisait tellement chaud à cette époque-là que même les orties n'avaient pas poussé. Donc, vous voyez toujours un élément, plusieurs fonctions. Mon rosomacète, il attire l'agrion de mercure. Si je veux, je le coupe, je fais du paillage ou je fais du compost. Il peut nourrir mes animaux. Il est là pour oxygéner l'eau, etc., etc., etc. À la fin de la soirée, je vous aurai lobotomisé. Quand vous allez rentrer dans votre voiture, alors vous allez dire « Je mets la clé dans la serrure. Pourquoi? Parce que je veux rentrer chez moi, parce que je veux ouvrir la portière. » Ça va vous rendre dingue. C'est aussi obsessionnel au départ. Hein. Donc ça, c'est une vue qu'on a d'un autre herbage qui surplombe l'abbaye du Bec et Loing. Donc on est dans la chance d'être... la ferme est dans un très joli village qui s'appelle le Bec et Loing, donc dans lequel il y a une abbaye. Et donc on a hérité d'une pente plein sud comme ça qui surplombe le village, sur laquelle on a fait un gros travail de terrassement pour pouvoir faire en sorte que ce soit praticable tellement la pente est abrupte. Et les arbres, de même que le travail du sol, ont été notre outil principal en fait, hein, pour retenir la pente, pour absorber l'eau, pour créer de la biodiversité, pour créer des zones d'ombre, pour s'abriter des vents, etc., etc. Voilà ce que ça donne, cette conception, encore une fois par vue aérienne, donc on ne s'en rend pas compte, mais le bas de l'écran, en réalité, est en haut de la pente, et en bas, on a 10% de différence, c'est-à-dire qu'on a 10 mètres de différence de dénivelé entre le haut ici et le bas. Donc tous les chemins ont été organisés en fonction des courbes de niveau, et puis ça serpente, et à chaque fois, on a installé des petites terrasses. Donc ici, c'est plat, c'est une première terrasse. Ici, c'est très abrupt, donc c'est pâturé par les animaux. Et tous les autres petits enclos que vous voyez vers le bas, on a littéralement recréé des terrasses. Et l'avantage de ça,
c'est qu'on a créé tout un système. Alors, on en voit une. Il en manque 2, 3 qu'on voit là, mais bref, on capte l'eau qui vient de la forêt, donc qui ravine, hein, parce que ça descend très fort. Elle arrive dans un système de 3 mares ici. Le surplus s'écoule dans cette mare-là, puis après s'écoule dans celle-là, et grâce au système de pente, on retrouve l'eau en bas, en fait, dans les mares qui sont en bas. Et tout ça, c'est mis en place, c'est réfléchi puis mis en place à la conception. Hein, ça se fait pas par hasard, sinon on ne capte pas l'eau. Alors là, on revient dans le cœur intensif de la ferme, et c'est pour vous montrer un autre type d'aménagement. Là, sur cette espèce de bande, comme ça, de 300 mètres carrés à peu près, qui est coincée entre la rivière et ici un talus un petit peu abrupt, et après ce sont les serres, là, on a installé ce qu'on appelle une mini forêt-jardin, c'est-à-dire un système de forêt-jardin, mais sur toute petite surface, avec des arbres très 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 densément installés. Et là, c'est la conception. Donc vous voyez, on a fait des buttes de culture pour nos arbres, hein, et on a tracé le chemin ici. Et si vous regardez bien, là on n'est pas vraiment vu du ciel, mais ce chemin, en fait, il nous rappelle un dessin qu'on connaît bien dans la nature, il rappelle une nervure de feuilles. En fait, tout ce truc-là, ça fait comme une feuille, et le chemin qui se balade au milieu, ça fait un petit peu comme les nervures. Voilà ce que ça donne une fois que c'est planté et surtout paillé. Donc bien sûr, on ne voit plus du tout ce qu'il y avait en dessous. Ça, une fois que c'est paillé. Et ça, c'est dès le premier printemps. Hyper productif parce que c'est paillé, parce que c'est planté dans des bonnes conditions. Alors c'est beaucoup de buissons à baies, hein, donc ça va assez vite. Et donc il y a des buissons à baies, mais il y a aussi des grands arbres qui commencent à être productifs seulement maintenant, alors que cette forêt-jardin, elle a été implantée en 2016. Voilà, sur un autre espace de la ferme, l'un des autres grands espaces qui nous restent. Jusqu'à présent, vous voyez, on avait vu des photos de cet endroit-là, vraiment ce qu'on appelle le cœur intensif. Et sur cet espace-là, c'est 3 hectares, quasiment 3 hectares 2, tout ce grand carré qu'on a réussi à récupérer auprès de la SAFER après, on a tout planté. Alors que c'était comme chez le voisin, que des herbages à vaches, hyper extensifs. Nous, dès qu'on a récupéré, on a planté des arbres. Vous voyez tous les petits ronds que vous voyez là, on a planté. On a recréé un chemin qui nous permet d'aller de l'entrée de la ferme, enfin de la sortie de la ferme ici, jusqu'au bois, là-bas au fond. Ici, si je tire un trait tout droit qui va jusqu'à la forêt, on a créé ce qu'on appelle une haie de biodiversité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah là on va recréer une haie type bocagère pour aller chercher la biodiversité de la forêt et la ramener dans la ferme. Parce que dans la forêt, il y a beaucoup de biodiversité. C'est pas du tout la même que dans notre espace ouvert qu'est la ferme. Mais pour l'inviter, eh ben, on a créé une haie ad hoc qui fait une espèce de corridor pour les insectes, pour les oiseaux. Bien sûr, on a créé des mares. Alors là, c'est plus qu'une mare, c'est un grand étang. C'est carrément notre piscine, hein, pour pouvoir capter l'eau. Et puis, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais on a dessiné des herbages qui sont limités. Un là, un là, un là, et ainsi de suite en haut, pour pouvoir faire tourner nos animaux d'un herbage à un autre. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Chez les voisins, là, les vaches, elles sont mises dans les herbages à peu près là maintenant, là, quand l'herbe commence à pousser, quand il n'y a plus trop de risque de gel. Donc, on balance les bêtes. Elles sont sur un pâturage très extensif, là, typiquement 3 hectares. Elles vont y rester jusqu'au mois d'octobre, jusqu'aux premières gelées, fin octobre. Donc, d'avril à octobre, les bêtes sont là, elles se débrouillent, l'herbe pousse. Il n'y a pas de clôture, rien, c'est voilà, très extensif. Mais le problème de ça, quand vous laissez les bêtes faire ce qu'elles veulent pendant des mois et des mois, quand vous avez une prairie un petit peu diversifiée, un petit peu intéressante, avec notamment plein de pissenlits par exemple, tiens, qui poussent au printemps, bah, la vache qui adore le pissenlit, puis c'est bien pour son rumen, c'est bien pour sa digestion, dès que le pissenlit va sortir, elle va se ruer dessus. Pas grave, le pissenlit va repousser. Hop, tout de suite, elle le reprend, elle adore ça. Troisième fois, le pissenlit va essayer de repousser, mais ça va être un petit peu dur, struggle. La vache le mange, au printemps suivant, il y aura beaucoup moins de pissenlit. Du coup, le régime alimentaire de la vache, bah, il va être moins diversifié. Donc c'est moins intéressant pour elle. Donc là, on a prévu des petits carrés, comme quoi, là, nous on n'a pas de vache, hein, on lâche le troupeau de moutons ou les chevaux. Ici, on fait un calcul entre la pousse de l'herbe et leurs besoins. Peut-être qu'ils vont rester une semaine. Une semaine après, de toute façon maintenant ils ont l'habitude, ils tournent quasiment... pas tout seuls parce qu'on ferme les barrières, mais bon, ils savent très bien quand il faut tourner. Ils vont dans l'autre herbage, et ainsi de suite. Et ils ne reviennent dans cet herbage numéro 1 que quand on est sûr que l'herbage est complètement régénéré et que l'herbe a repoussé.
de ce fait, on ne diminue pas, on n'appauvrit pas la biodiversité de nos herbages. Et voilà, tout est pensé comme dans la nature. Hein. Les animaux dans la nature, ils ne vont jamais aller surpâturer. S'il n'y a plus rien qui les intéresse à manger là en place, ils vont aller chercher ailleurs. Donc voilà, ça c'était avant d'avoir fait le design. Je suis désolée, je n'ai pas vu, la photo était un peu à l'envers. Enfin, c'est une photo vue du ciel. Voilà. Et de fait, avec toutes les plantations d'arbres, les installations de mares, les talus, on peut dire aujourd'hui que la ferme est devenue un système agro-sylvo-pastoral, donc il y a aussi bien des arbres que des animaux que de l'agriculture, aussi intensif que productif. On ne rougit pas quand on dit de notre système qu'il est intensif, ce n'est pas un gros mot pour nous. Il est intensif en productivité, mais il est aussi intensif en soins, et c'est l'un qui compense l'autre. Si on est intensif en soins apportés au sol, alors on peut être intensif en termes de production. Il n'y a pas de problème, on ne va pas l'appauvrir ce sol. Voilà un autre exemple d'agroforesterie, donc des légumes qui poussent au beau milieu des arbres, typique aussi. Encore, des légumes au beau milieu des arbres. Là encore, il y a une compatibilité qui s'opère entre les arbres et les légumes. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arbre qui va jouer le rôle de pompe à eau, de pompe à minéraux. Par le jeu des bactéries et des champignons du sol, il va les mettre à disposition des légumes qui sont autour. Et tout le monde va avoir son content. Finalement, tout le monde va partager. Une espèce de coopération bénéfique qui s'installe. Donc dans des systèmes comme ça, si on a bien travaillé la conception, donc on sait bien où on va planter notre fameux pommier, notre mare, notre machin, notre truc, on a invité toute la biodiversité pour essayer de lutter naturellement contre la prédation, contre les ravageurs, contre les maladies. Dans un système comme ça, on a tout. Hein. On a tous les ravageurs, toutes les maladies qui sont là. Ça fait partie de la nature, les maladies et les ravageurs. Moi, dans mon écosystème, vous vous souvenez, mon rôle, c'est d'équilibrer, à peu près. Je n'éradiquerai jamais personne. Même les limaces et les mulots, mon but, c'est pas de les éradiquer. C'est de maintenir leur population en équilibre pour que moi, j'arrive à tirer un revenu décent de ce que je vais produire. Mais le but, c'est pas d'en avoir plus aucune, jamais. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est complètement illusoire d'aller pchiter des maladies, d'aller pchiter des mauvaises herbes. Ça fait partie de l'écosystème. Donc, mis à part tuer l'écosystème, vous ne les annihilerez jamais. Ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi ces maladies, pourquoi ces ravageurs viennent, et essayer d'agir avant même qu'ils n'arrivent. C'est un peu la médecine chinoise de l'agriculture, hein, d'une certaine façon. Donc, au-delà de la performance économique, bien sûr, il y a tous les services qui sont rendus aux humains à la planète. Donc, on l'a dit, la création d'humus, la captation de carbone dans les sols avec la matière organique et par les arbres, l'amélioration de la biodiversité, la beauté des paysages, ça c'est bien évident, la création d'emplois sur des entités comme ça où tout est fait à la main, inexorablement, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Alors, le seul problème, c'est qu'on est en France et que la main-d'œuvre est euro-taxée, notamment au niveau agricole. Ça, c'est un autre débat, mais voilà. On a un renforcement, et non pas un renforcement de la souveraineté alimentaire des territoires et la création de liens sociaux. Moi, je me suis aperçue très vite, quand on a commencé à ouvrir la boutique à la ferme, que je passais beaucoup de temps à papoter à la boutique et je faisais pas beaucoup de chiffre d'affaires, hein, parce que quand une cliente venait me raconter la vie de sa fille, de sa belle-fille, de sa cousine, le petit dernier né dans la famille, le cancer de la belle-mère, et qu'elle me demandait des conseils pour cuire les légumes et qu'au final elle m'achetait pour 1,20 € de courgettes, j'étais là, ah, j'ai papoté pendant une demi-heure et j'ai fait 1,20 € de chiffre d'affaires. Mais en fait, il n'y a pas que ça qu'on vend dans des entités comme ça là. On ne crée pas que je vends du légume pour tirer un revenu. C'est aussi un service quelque part rendu à la collectivité. Nous, on est un village de 400 habitants. Il n'y a plus de tabac, plus de poste, plus d'école, plus de bar. Il y a des trucs pour les touristes parce que c'est un village assez touristique, mais il n'y a pas un parc de jeux, même avec 3 toboggans pour les enfants du village. Donc il n'y a aucun endroit où les gens du village se rassemblent. Et là où ils viennent se raconter leur vie, c'est à la boutique de la ferme. Voilà. Plus aujourd'hui parce qu'elle est fermée, mais et c'était le cas pendant des années. Donc la nature est généreuse, elle produit, et c'est beau. Ça, c'était des cagettes de légumes qu'on préparait spécifiquement quand on avait une clientèle restaurant. Donc tout était bien trié, mis dans les cagettes comme ça, et c'est très joli. Donc voilà, la synthèse originale qu'on a fait, c'est l'alliance de savoirs ancestraux, mais couplée aux récentes avancées scientifiques, parce que sinon, on aurait continué à cultiver comme faisaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. On serait resté dans cette logique un peu passéiste. Mais là, ce qu'on a, c'est vraiment les enseignements des avancées scientifiques les plus récentes, notamment sur le sol. Donc on s'est beaucoup inspiré des maraîchers parisiens, comme je vous l'ai dit, ça c'est une photo colorisée, une vraie photo, hein, mais colorisée de Paris à l'époque, où on avait les maraîchers sur les bords de Seine, et puis au fur et à mesure de l'urbanisation, hop, ils ont été exclus, enfin,
voilà, renvoyer un petit peu plus loin. Et vous savez ce qu'ils faisaient à chaque fois qu'ils déménageaient, les maraîchers? Qu'est-ce qu'ils emmenaient, à votre avis? La terre. Ils emmenaient le sol. Ils emmenaient le topsoil, c'est-à-dire le sol de surface qu'ils avaient créé. C'était de l'humus, c'était de la terre noire, de la terre maraîchère. Et il paraît qu'il y avait des charrettes incroyables avec un attelage de je ne sais combien de chevaux qui se baladaient avec ces trucs-là et ils emmenaient ça. Vous imaginez quelle richesse c'était. Donc il y a un Américain qui est allé rechercher un petit peu ses travaux et c'est grâce à lui qu'on s'est inspiré des maraîchers parisiens de l'époque, parce que sinon plus personne n'en parle en France de ces maraîchers parisiens. Et vous allez aux États-Unis, Angleterre, ils vous disent tous, ah ouais, vous faites du French farming. Bah, le French farming, on ne sait pas du tout ce que c'est. Pour eux, c'est ça. C'est faire comme les maraîchers parisiens. Sauf qu'on a des techniques un petit peu plus modernes, avec par exemple ce semoir de précision, qui nous permet d'avoir des associations de légumes absolument incroyables. Je passe un petit peu vite parce que là c'est un peu technique, mais on pourra en parler dans les questions. Il y avait un autre précurseur, c'était John Jevons, encore un Américain, qui lui a montré, et c'est pour ça qu'on a osé, qui a montré que sur toute petite surface, on pouvait être extrêmement productif. Donc vous voyez, on n'était pas les premiers à le dire. Nous, encore une fois, on n'a rien découvert. On est allé s'inspirer des uns et des autres. Et lui disait que sur un... Alors, ok, il est en Californie, mais il disait que sur un potager de 300 mètres carrés, à l'année, une famille pouvait tout à fait vivre. Sauf qu'il est en Californie. Mais moi, je dirais qu'on n'est pas loin de ces eaux-là, même sous nos latitudes. Sauf que sur 300 mètres carrés, on aura du mal peut-être à faire beaucoup de patates, on aura du mal à avoir beaucoup de fruits, mais c'est quand même déjà pas inintéressant. 300 mètres carrés de culture, c'est pas mal pour une famille. Donc la culture sur but permanent, ça c'est une technique ancestrale qu'on a beaucoup reprise et utilisée à la ferme. Remettre la main, bien sûr, au cœur du dispositif. Ce qu'on peut faire à la main, aucun tracteur ne pourrait le faire, c'est-à-dire soigner le sol, densifier les cultures et surtout associer les végétaux, comme le faisaient les maraîchers parisiens. Et voilà, progressivement, agroécosystème auto-fertile, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on n'a plus besoin de rajouter de compost, seuls les paillages suffisent, dès lors qu'ils sont bien entretenus et que c'est souvent. Bien sûr, la colonne vertébrale de nos systèmes, c'est l'arbre, c'est le système d'arbres, à la fois pour la production fruitière, mais tous les aspects positifs qu'on a cités de l'arbre tout à l'heure, le fait que ce soit une pompe à minéraux, que ce soit une pompe à eau, que ce soit un radiateur, littéralement. C'est le meilleur climatiseur qui existe, en fait, l'arbre. Le fait qu'il donne du fourrage, qu'il crée de l'humus, enfin bref, il a tout bon. Il tient les sols aussi, d'une certaine façon. Et voilà les systèmes agroforestiers encore. Le sol qui est l'objet de tous nos soins, donc de notre obsession. Et les premières années, on disait de nous-mêmes qu'on était des producteurs de légumes, mais aussi des producteurs de sol. Parce que nous, dans notre contexte, vous aurez compris, on n'avait pas un très bon sol et surtout, il n'était pas profond. Donc il a fallu qu'on le crée. Si chez vous, vous avez 5 km de bon sol sous les pieds, bien sûr, vous n'allez pas trop vous embêter. Vous allez enrichir un peu, vous allez pailler, mais vous n'avez pas besoin d'apporter autant de matière que nous, on l'a fait au fur et à mesure des années. Ça, j'aime bien ces systèmes de racinaires pour vous donner une idée du travail et de la profondeur que peuvent faire les racines. Vous avez vu au-dessous du trait noir, toute la partie verte, c'est la partie aérienne de la plante. Et donc ça, c'est une prairie, donc ce sont des plantes, ce sont des herbacées classiques. Et en dessous, vous voyez jusqu'où peuvent aller ces fameux systèmes racinaires. C'est énorme. Donc quand on a ça en tête, on se dit, mais notre sol, il faut vraiment le chouchouter, il ne faut pas le tasser, il ne faut pas marcher dessus, il ne faut pas aller le bêcher, le labourer, je ne sais quoi. Tout ça, c'est hyper précieux et c'est ça qui donne la vie et la richesse au sol. Donc une fois que je vous ai dit tout ça, la question qui est posée, c'est quelle agriculture pour le XXIe siècle. On est aujourd'hui dans la confrontation de systèmes. Alors, je ne suis pas là pour dire, youpi, nos micro-fermes, elles sont tellement géniales que c'est ça qui devrait prendre le pas sur tout. Mais on a vraiment l'opposition entre deux systèmes. Un système qui respecte les sols, un qui les considère encore comme un espèce de substrat. Par chance, même la grande culture évolue, et vous avez peut-être entendu parler d'un nouveau mouvement qui s'appelle l'agriculture de conservation. Ça vous dit rien, ça? C'est de la grande culture, donc avec des gros tracteurs, des grosses machines comme ça, sauf qu'on ne laboure plus. On ne laboure plus, on sème des couverts végétaux, et la culture principale, on l'installe dans ces couverts végétaux. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, on redonne une vie au sol, qu'on couvre, donc vous avez compris, avec les histoires d'UV, de bonnes bactéries, etc. De ce fait, on consomme beaucoup moins de pétrole, puisqu'on fait beaucoup moins de passages mécanisés pour désherber, pour mettre des pesticides, des herbicides, etc. Et donc,
ce type d'agriculture de conservation qui finalement a un peu les mêmes obsessions que les nôtres dans nos petits systèmes, c'est-à-dire le soin au sol et puis le maintien de la biodiversité, bah, petit à petit, c'est un modèle qui commence à poindre le bout de son nez et à avoir un petit peu d'écho. Et fort est à parier, et c'est tant mieux d'ailleurs, qu'avec le renchérissement du coût du pétrole et des matières premières, comme on le disait en introduction, là, entre la guerre en Ukraine et les effets post-Covid, ces types d'agriculture, l'agriculture de conservation, vont vraiment avoir le vent en poupe dans les années à venir. Vous voyez, ça sont des images qu'il ne faut plus jamais voir. Un sol à nu comme ça, le sol part en poussière, ça, c'est terminé. Sinon, les sols vont être morts, littéralement. Donc, ce qu'on aimerait, nous, c'est voir une agriculture qui remplace les énergies fossiles par le soleil, qui restaure les sols, qui stocke du carbone, qui produit en inventant une nourriture de qualité localement pour assurer la souveraineté alimentaire des territoires. À une époque où on parle beaucoup des PAT, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les PAT, les plans alimentaires territoriaux, où chaque intercommunalité vous sort un joli plan alimentaire territorial, puis c'est pas quoi mettre dedans, parce qu'il n'y a pas assez de producteurs, c'est pas organisé. Le but, c'est de se dire, l'interco, là, demain, s'il y a une crise majeure, les gens qui vivent dedans mangent comment? Où sont les producteurs qui vont assurer la survie alimentaire de Bourges et de son interco? Est-ce que c'est organisé tout ça? Est-ce qu'on a identifié ceux qui vont vous permettre d'avoir les légumes, la viande, le beurre, la crème, les œufs, le fromage, etc., etc. Et il faut organiser tout ça. Parce que les élus, il ne faut pas affoler les masses, il ne faut pas le dire trop fort, mais savent très bien qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire des territoires n'est pas du tout garantie. Quand vous voyez, lors du premier confinement Covid, qu'en 2 jours, dans les grandes villes, les gens ayant eu peur, il n'y avait plus rien dans les supermarchés, c'est 2-3 jours maximum, les grandes villes, hein, la résilience alimentaire. C'est en flux tendu. Hein. Au bout de 3 jours, il n'y a plus rien à manger. Donc si les villes sont plus achalandées, il n'y a plus rien. C'est simple. Et voilà, bah, ça c'est le bouquin qu'on a écrit qui s'appelle Vivre avec la Terre. Donc ça paraît pas comme ça, mais c'est un triptyque, donc il y a 3 volumes, c'est 1000 pages en tout. Donc si vous avez quelques insomnies, je vous en prie, lisez. Et donc là-dedans, on a mis tout ce qu'on a fait pendant ces 18 années, la façon de comprendre l'écosystème, chaque légume, comment on le cultive, comment amender le sol, si je veux m'installer en micro-ferme, par quoi je commence, quelles formalités je fais, comment je mets en place ma micro-ferme, comment je construis, etc., etc. Et je crois que voilà, ça c'est le premier bouquin qu'on avait écrit, qui racontait un petit peu l'histoire de la ferme, les influences qu'on avait eues, un peu tout ce que je vous disais tout à l'heure, les maraîchers parisiens, Elliott Coleman, etc., etc. Que vous mettez comme arbre? Tout, sauf des manguiers, j'adorerais, mais en dépit du dérèglement climatique, je ne peux pas encore. Non, on a vraiment tout essayé. L'essentiel, c'est de pouvoir créer les microclimats qui vont bien aller. On a des abricotiers, par exemple. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient abrités du vent, bien sûr, et au maximum orientés au sud. On a des figuiers, on a des amandiers qui fleurissent mais qui ne donnent pas. Les figuiers, oui, mais pas les amandiers. On a des pêchers, on a des cerisiers. Pêche, donc on a du pêcher greffé et du pêcher de vigne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la pomme, de la poire, ça c'est classique. Et puis après, il y a beaucoup de baies. On adore les baies parce que c'est gavé de vitamine C, d'antioxydants. Pour nous, c'est un peu les fruits de l'avenir. Hein. Le jour où il n'y a plus grand-chose à manger, c'est super. Donc dans les baies, il y a les framboises, les cassis, les groseilles telles qu'on les connaît, les casseilles, les goumis, les goji, les aronias, les cornouilles, tous ces trucs-là qu'on ne connaît plus, hein, mais qui sont excellentes pour la santé, qui sont même bonnes au goût. Donc beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de fruits à coque. Le fruit à coque, c'est la protéine végétale par excellence. La châtaigne, les noix, les noisettes, voilà, tout ça, il faut avoir un petit peu de tout en fait. C'est ça le secret, c'est d'avoir un maximum de diversité en termes de variété, en termes d'espèces, et puis un maximum de diversité, je ne l'ai pas cité parce que ce n'était pas mon propos, mais en termes de floraison. Donc plus vous avez des floraisons tardives et donc des floraisons hâtives au contraire, et des productions hâtives et des floraisons tardives et des productions tardives, mieux vous êtes, parce que comme ça vous étalez votre production. Donc vos arbres, vous allez choisir non seulement un cerisier, parce que j'estime que j'ai pas assez de cerisiers dans mon jardin, donc je vais peut-être en rajouter un deuxième, mais éviter d'avoir 2 cerisiers qui produisent en même temps. C'est tout bête, c'est un tout petit peu de réflexion, mais c'est logique, hein, parce que c'est difficile de faire toute la récolte en même temps, puis de tout manger en même temps. Et c'est valable pour tout, et tout est réfléchi comme ça, tout est étalé dans le temps comme ça. Oui, oui, moi je pense que vous avez eu beaucoup de chance parce que vous avez une rivière au départ. Oui, alors la rivière ça peut être une chance et une malchance, hein, parce que les jours où il y a eu des inondations, alors nous,
On a un lit de rivière qui ne bouge pas beaucoup. Mais c'est pas tant la rivière la chance, ça nous aide. Mais en soi, ce qu'il faut, c'est avoir de la rétention d'eau quelque part. Oui. Alors nous, on peut pomper, effectivement, dans la rivière. Mais sur la plupart des exploitations agricoles, de toute façon, il y a l'eau agricole qui arrive. Donc les gens ont de l'eau. Après, il faut faire un forage, il faut faire un puits. Nous, c'était la solution du fainéant. C'était là, c'était là, c'était... Et en plus, énorme cadeau, ce petit ruisseau, qui n'est pas une rivière, en fait, c'est un canal qui a été canalisé par les moines à l'époque. Mais ce petit ruisseau, comme je vous l'ai dit, dans cette vallée, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture polluante parce qu'elle était toute petite, puis la terre n'était pas bonne. Et ben, on n'a quasiment pas de pesticides ni de saleté dans cette eau. Donc elle est propre, il y a des truites dedans, il y a des écrevisses à pattes blanches. Donc effectivement, c'est la solution du fainéant, on peut l'utiliser pour irriguer. Mais si on n'avait pas eu ça, ben, on aurait foré. On aurait creusé un puits quelque part, comme faisaient les anciens. L'eau, ils ne l'inventaient pas. C'est marrant qu'on se casse la tête, vous voyez, avec cette histoire d'eau de nos jours. Les anciens, ils ont toujours su faire. Toujours. Ils ont creusé des mares, ils n'avaient pas de pelleteuse, s'ils n'avaient pas d'argile dans leur terre, ils savaient très bien comment retenir l'eau dans leur mare. Ils ne sont pas demandés 10 000 fois, alors je vais mettre une bâche, je vais cimenter, parce que comme ça va retenir l'eau. Ils savaient faire. Du coup, j'avais une question, comment on fait pour retenir l'eau dans une mare? Eh bien, si on a la chance d'avoir de l'argile dans son sol, on est le roi du pétrole. Donc, si on a de l'argile, je ne vais pas vous dire de la creuser à la main, sauf si c'est un tout petit trou d'eau, mais une mare, c'est pas un trou Moi, d'eau. je demanderai à mon mari. Ça peut être pratique. S'il voudra. Et donc, sinon, on fait à l'appel mécanique. Et ce qu'il faut faire, c'est donc déjà bien connaître son sol et repérer quand on arrive à la couche argileuse. Parce que vous allez voir, le sol, quand vous faites des coupes, vous avez véritablement des couches qui se dessinent. Alors, souvent, le sol de surface, c'est marron, c'est du bon petit sol. Et puis, plus on descend, plus on a un truc qui est compact. Si vous prenez un boudin, ça fait comme de la pâte à modeler, quoi. Ça veut dire qu'on est dans l'argile. Et c'est cette strate-là de terre qu'il faut enlever un tout petit peu et retapisser sur toutes les parois de votre... merci beaucoup. Sur toutes les parois de votre mare. Parce que c'est ça qui va faire votre étanchéité. Merci. Et s'il n'y a pas d'argile? Et s'il n'y a pas d'argile, ça c'est le problème. C'est le problème qu'on a eu. Alors, si vraiment on n'a pas d'argile, alors on peut aller vers les solutions modernes que je citais avant, c'est-à-dire le... Comment s'appellent ces fameuses bâches qu'on utilise pour le PDM. Le PDM, qui n'est pas idéal parce que bien sûr, on n'utilise pas la capillarité, on a juste une espèce de grosse bâche en plastique qui retient l'eau, et puis c'est tout. Et on ne peut pas planter de plantes aquatiques, c'est un petit peu embêtant. Mais au moins, ça retient l'eau, pas mal. On peut, pourquoi pas bétonner, s'il faut, ou on fait comme nous on n'a rien fait, c'est-à-dire qu'on a juste creusé. Par contre, on avait tellement de cailloux dans tout notre sol qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à mettre en culture, on a balancé les cailloux dans la mare, ce qui fait qu'on a un lit de cailloux qui, comme dans un cours d'eau naturel, a fini par s'envaser. Ça colmate pas comme l'étanchéité faite par une couche argileuse, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, quand vraiment ça manque d'eau, nos mares baissent drastiquement. Donc s'il pleut pas, on n'est pas bien. Donc c'est pour ça que c'est l'avantage d'avoir le ruisseau du Bec juste à côté, parce qu'au pire, on peut ouvrir et faire rentrer l'eau, pour pas que nos poissons crèvent, c'est juste ça. Et donc ça peut être aussi un pari, que de faire comme ça, de se dire, tant pis, mes mares, elles vont varier. Et est-ce que vous savez comment les anciens faisaient? Les anciens, est-ce que c'est pas la tête avec un EPDM, un machin, une micro-pelle ou machin, Comment ils faisaient pour creuser une mare? Demander à leur femme. Ils auraient été capables à l'époque. Non, déjà, ils étaient costauds, donc ils creusaient à la pelle. Et après, ils faisaient un trou. Et dans ce trou, ils mettaient de la paille. Et ils mettaient qui dedans? Ouais, plutôt une vache. Plutôt vache ou cheval. Donc, dans le trou, il était accro... Vous savez que les animaux, à l'époque, ils étaient beaucoup à la tâche. Un pieu, une chaîne. Parce que comme ils travaillaient beaucoup, les animaux, ils étaient sages. Donc, à la tâche, ils mouftaient pas. Donc, le pieu, la chaîne, l'animal était là-dedans, faisait ses petits cadeaux, piétiner, voilà, merci, il commençait à se faire tard, piétiner tout ça, ça se mélangeait à la paille, et au bout d'un moment, ça faisait une espèce de litière qui commençait à colmater. Et après, on retirait l'animal, on étalait tout ça, on laissait sécher, et puis peut-être on refaisait une couche, et ainsi de suite, et on remettait un petit peu de terre, on lissait, tac, tac, tac. Toutes les mares des anciens, elles tenaient l'eau, On se l'explique ou pas, ils savaient faire, ils ne se sont pas trop posé de questions, encore une fois. Cette terre qu'on enlève, c'est la bonne terre ou... Quand il y avait des canards. Ça dépend
dépend de votre sol de surface. Mais typiquement, ça peut servir à faire des buts, ça peut servir à faire des talus pour implanter des arbres, pour faire des bonnes haies brise-vent. La terre, c'est de l'or. Quelle qu'elle soit, on la garde. Alors après, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Si votre maison est assez récente et qu'il y a eu du remblai, tout un tas de saletés de mise là-dedans, issues de la construction, il faut faire attention. Mais en général, voilà, quand c'est des endroits où ça n'a pas été touché depuis des années, c'est très 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 précieux. On garde ça vraiment. Et même si vous, sur l'instant, vous ne savez pas quoi en faire, vous en faites un bon merlon ou une belle réserve un peu joliment arrangée là, pour 2-3 ans, on a toujours besoin de terre. Toujours. Et vos buts, vous les avez toutes faites à la main? Oui, pour le coup, les buts, on les a fait. Alors, il y en a plein qui choisissent de les faire avec le godet du tracteur, hein, c'est possible, mais nous, finalement, c'est pas tant de surface que ça. Hein. Parce que ça fait des brouettes quand même. Hein. Oui, ça fait des brouettes. Oui, ça fait un peu les deux. Bon, pas besoin d'aller s'inscrire au club de gym, hein, c'est ça qui est Ouais, sympa. On va voir ce que ça fait. Hein. Ah bah, dès le premier printemps, vous allez voir, ça va réagir. Par contre, toujours paillés, hein, les butins. Surtout dès cette saison-là. C'est pour arroser, ça va pas être facile d'arroser les allées, non? Pas besoin d'arroser? Pas du tout. Bah non, si vous avez bien fait votre but et qu'on l'a vu comme tout à l'heure, elle retient l'eau, elle a cette structure éponge. Donc ça veut dire qu'il faut avoir. Ça retient l'eau, ça pleut tout le temps. Mais comment ça pleut tout le temps? Ça c'est la Bretagne. Chez nous, il ne pleut pas tout le temps. Chez nous. Après, chez vous, c'est plus asséchant, je suis d'accord. C'est pour ça que dès la création de la butte, il faut emmagasiner de l'eau. Il faut cette structure éponge. Donc il ne faut pas se contenter de faire la butte, de constituer la butte qu'avec du topsoil, enfin du sol de surface. Il faut vraiment mettre Du bois, carrément, au fond? Bah, le bois, c'est pas ça qui va faire éponge, c'est vraiment la matière organique compost. Ou fumier décomposé au pire. C'est ça qui fait que ça tient. Et après, tout de suite, donc il faut que c'est pour ça que l'idéal c'est de les faire, alors c'est un peu bouillasseux et c'est lourd au niveau des bottes, hein, mais l'idéal c'est de les faire là en février-mars, tu vois, quand ça a dégelé les buttes. Parce que tu as encore emmagasiné de l'eau, de l'humidité là-dedans. Et tout de suite tu pailles, et du coup tu n'as pas d'évapotranspiration, donc ton humidité elle est là. Hein. Elle est là. Et pas besoin d'arroser en extérieur, on n'arrose pas hein, les buts. Hein. Et on voulait investir dans un broyeur, c'est quelque chose qu'il faut acheter. C'est une bonne idée, mais c'est un peu bête d'investir seul, quoi. Si vous le mutualisez à plusieurs, c'est pas mal, parce que c'est quand même un prix, et en réalité, on l'utilise combien de fois dans l'année, le broyeur? 3-4 fois, grand max. Donc ça vaut peut-être pas le coup de l'acheter tout seul, quoi. Si vous arrivez à mutualiser. Et si vous avez beaucoup de haies, beaucoup de taille de haies, oui, ça vaut le coup. Mais encore une fois, vous n'allez pas, à chaque fois que vous taillez, utiliser le broyeur. Vous allez attendre d'avoir un bon gros tas, parce qu'un tas comme ça de branches à broyer, vous avez un tas de broyeurs comme ça à l'issue de ça. Hein. Donc en une matinée, vous allez tout broyer et pour avoir ça, et vous aurez utilisé votre broyeur à l'année, quoi. Donc c'est un petit peu un coût trop onéreux, je pense, pour des individuels. Nous, à l'échelle d'une ferme, oui, ça s'entend. Moi, c'est la réalisation des buts, là. Quand je commence par quoi? Je creuse. Alors, ça dépend de quel sol vous avez. Dans le coin, c'est du calcaire. Hein. Donc à combien vous pouvez creuser, par exemple? Grosso modo, moi, je dirais 25 cm. Ah oui, c'est pas bon. Bah, ouais. Alors il va falloir, si possible, augmenter la surface de la butte en rajoutant de la matière organique, c'est toujours le même débat. Hein. Voilà. Compost, fumier décomposé, et l'idéal donc c'est d'intégrer dans cette butte de la matière. Alors vous pouvez tout à fait mettre au fond de votre butte du broyat, broyat de bois, là, tel qu'on le disait. Si possible, hein, déjà un petit peu décomposé, parce que comme c'est là de la matière ligneuse, c'est de la lignine, c'est dur à décomposer pour les bactéries qui vivent habituellement dans le sol. Hein. La lignine, habituellement, elle est décomposée par les bactéries aérobies, qui sont aériennes. Parce qu'un arbre, entre le moment où il est effectivement mort et le moment où il s'affaisse au sol, il s'est passé des années. Donc ça veut dire que l'arbre, en réalité, il est fait pour être décomposé par des bactéries aérobies. Et là, on demande aux bactéries anaérobies de travailler et de décomposer. Donc, si possible, un peu de broyat au fond du trou, un peu légèrement décomposé, en tout cas qui a été mis sur un tas pendant quelques semaines, on va dire. Donc, les bactéries et les champignons de la décomposition sont déjà dedans. On met ça au fond. Dessus, on met du compost ou du fumier décomposé en fonction de son art. Et on remet la terre de surface. Alors, si vous partez de l'herbe, si votre terre de surface c'est de l'herbe au départ, il faut vraiment réserver vos mottes d'herbe et les mettre pour le coup au fond du trou avant le broyat, tête bêche. Parce que comme ça c'est de l'azote qui va se décomposer, mais l'herbe ne va pas reprendre. Donc l'herbe tête bêche, le broyat, le compost, le sol de surface. Ah oui, d'accord. Et grosso modo, les épaisseurs, je veux dire, combien d'épaisseur de broyat? Ce que vous trouvez.
Ce que vous avez, c'est vachement dur. Alors, on a des bouquins de permaculture, ils vous demandent des buts de 1 mètre. Eh ben, je te dis, soit ils sont costauds, soit ils ont des bons copains pour leur apporter de la matière. C'est impossible à réaliser. Au mieux, vous allez faire, je sais pas moi, peut-être 40 cm de haut. Alors, ce qui est important, c'est la largeur. 1 mètre de large, pas plus. Parce que moi qui suis pas grande, par exemple, sinon j'ai du mal à aller au milieu sans me faire un tour de rein. Donc ça, la largeur, c'est important. Et la hauteur, ça dépend de la matière que vous arrivez à sourcer. Hein. C'est ça la clé. Alors, je retourne mon mode de terre. Donc, première étape, j'enlève mes modes d'herbe. Je ne vais pas très profond, hein, juste je les dépose sur le côté. Deuxième étape, je creuse et là, j'enlève la bonne terre. Je la réserve de l'autre côté. Au fond du trou, je remets mes modes tête bêche. Je remets du broyat, je mets du compost et là seulement, je remets ma terre de surface que j'avais mise de l'autre côté. Et ça fait des quantités astronomiques de compost quand même. À la création, oui. Et comment vous faites un compost, une telle quantité de compost? Ah ben, nous, on est maraîchers, donc on a de la matière. Entre les tailles, le foin, enfin le fumier, pardon, les résidus de culture, nous, on a tout ce qu'il faut. Mais vous, il faut aller la sourcer, la matière. Regardez tous les paysagistes, quand ils font les tailles de haies, etc. Ils ont énormément de matière. Regardez les plateformes de déchets verts. Ils ont énormément de matière. Alors là, je suis désolée, c'est de la merde. Pardon, c'est pas bon du tout. Ça sent pas bon, hein. Ça sent le méthane, c'est gavé de plastique. Donc ça, éventuellement, vous prenez, mais si c'est criblé très très fin, pour avoir 0 plastique, et c'est pas du compost. En fait, ça, c'est de la matière carbonée qui a brûlé. Parce qu'en fait, ils mettent tout en tas. Alors les gens, quand ils vont à la déchetterie pour mettre leur tonte et tout ça, ils balancent le sac poubelle avec, hein. Et les gars derrière, ils ne retrient pas. Donc les vieux pots en plastique, les sacs poubelles, ça, vous retrouvez tout dans le compost. Ça s'embête pas à trier. Hein. C'est souvent du résineux, quoi, non? C'est pas gênant? Ah non, c'est les tontes de gazon des gens. Oui, c'est... ça, oui, mais quand c'est des déchets de taille d'arbre, de haie. Bah ça, vous demandez au paysagiste ce que c'est, il va vous le dire. C'est pas grave qu'il y ait un peu de résineux, il faut pas que ce soit que ça. C'est la clé. Mais sinon, c'est pas grave qu'il y en ait. Et puis vous mélangez avec tout ce que vous avez, des orties, des feuilles mortes. Il faut garder de la matière. Encore une fois, on ne génère aucun déchet dans ces systèmes-là. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Non, mais pour faire du compost, effectivement, je vois la quantité qu'il faut remuer pour un volume final de compost, je ne sais pas, 5-10 fois plus faible. Vous invitez vos voisins à l'apéro, vous leur dites de vous ramener toutes les tonnes d'herbe, les feuilles mortes. Allez hop, vous faites poubelle. N'allez plus à la déchetterie, vous me ramenez tout. Non, nous on n'y va plus. Bah, c'est très bien. Et il faut initier, il faut faire de la pédagogie, hein. Faut expliquer aux gens que tout ça, c'est de l'or, quoi. C'est de la captation de carbone, c'est de la matière organique, c'est précieux. Ça tombe. C'est complètement aberrant d'aller balancer ça dans une déchetterie. Et vous arrivez à équilibrer le système, c'est-à-dire que, en fait, quand on fait des légumes comme ça, on exporte beaucoup, en fait. Énormément. Donc, du coup, ça veut dire que, avec ce que vous trouvez dans les haies, les abords, vous arrivez à équilibrer. À terme, oui. Je vais vous dire peut-être de façon pifométrique qu'au bout de 7 ans, on avait ce qu'il fallait comme matière sur le site pour pailler, pour faire des trucs comme ça. Mais on est content encore, c'est la solution du feignant, mais l'autonomie, l'autonomie, disons-le comme ça, ne vous dites pas que vous allez la trouver à l'échelle de votre jardin. Vous ne vivez pas en autarcie, vous voulez être en autonomie. Donc pourquoi pas récupérer, comme je disais, les tontes du voisin, le machin d'à côté, le truc de chouette. Nous, on a un élevage hippique qui nous ramène du fumier. Parce que lui, il n'a pas l'espace pour mettre ses tas de fumier dans ses herbages. Bon, ça l'arrange de nous le déposer à la ferme, moyennant quoi il a un droit à un panier de légumes, et puis voilà. C'est tout un circuit, en fait, qu'il faut mettre en place. Mais c'est vrai que, surtout au début, c'est gourmand en matière. Tant que l'écosystème n'est pas à maturité, c'est gourmand en matière. C'est le défaut de ce type de système, c'est vrai. Et vous faites des engrais verts ou pas du tout? Alors, on en fait, c'est pas facile à gérer, c'est pas facile à maintenir. On a fait des essais qui n'ont pas été super concluants, mais moi j'ai vu chez d'autres maraîchers des essais beaucoup plus concluants. Donc c'est une bonne idée que de le faire. Ouais. Si vous n'avez pas de quoi faire du paillage non vivant, faites de l'engrais vert. Mais après, la question c'est comment vous installez votre culture principale dans cet engrais vert. Si vous le fauchez, il va reprendre. Si vous le cassez, il va se décomposer, mais il peut générer de la pourriture au cul des légumes. Donc il y a des choix techniques à faire. Il faut essayer. Moi, je crois beaucoup aux buttes couvertes de trèfle,
mais un trèfle plutôt souterrain ou un blanc nain qui est très bas, qui pousse pas trop haut. Et puis, on couvre la butte de ça. Et quand on veut venir repiquer nos petits plants, là pour le coup on ne peut pas semer, hein, c'est vraiment du repiquage de plants, et bien on arrive, on enlève le système racinaire de trèfle qui est en place, et hop, on met la motte à cet endroit-là, et c'est parti. Ça marche plutôt bien. Et du coup, on laisse le trèfle vivre sa vie et faire son cycle. On ne le fauche pas. Mais il faut prendre un trèfle vraiment ras, vraiment nain. Et nous, dans notre fond de vallée humide, bon, bah, on a un petit peu de difficulté avec ça. Vous pensez quoi du gazon, du coup? Le gazon sur une surface, il sert à rien, bon, pas grand chose. À quoi il a? Ben, à jouer au foot. Ouais, pas ça. À rien, hein, en fait. Hein. Il sert à utiliser des tondeuses qui coûtent très cher. C'est pas vrai, parce que moi j'étais allergique au gazon. Je ne voulais pas avoir de gazon. Et puis à un moment donné, on a fait un changement de design et on a mis devant, sur le jardin devant la maison, là, du gazon. Et on a vu que du coup les enfants étaient beaucoup plus dehors, sur le gazon. Donc j'ai un peu changé d'avis par rapport à ça, parce qu'avant j'étais vraiment réfractaire. Mais il faut se réserver des endroits où à la fois la vue est apaisée, où il n'y a pas trop de boulot. Bon, il faut quand même temps, hein. Et pourquoi pas, on peut s'asseoir dans l'herbe, pique-niquer, prendre un goûter. Il y a des endroits de convivialité aussi à installer dans un jardin. Donc voilà, ça c'est des choix à faire. Il faut juste pas que ce soit toute la surface. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez faire de votre jardin, hein, mais voilà. Donc, quand je vois un jardin couvert on de a maisons, laissé pousser, ça c'est devenu. Alors après c'est difficile à faucher quoi. à la main, vous fauchez à la faux. Très intéressant, c'est un super système, c'est un bon anti-stress. Hein. Super. Non, non, ça fait des mottes presque comme ça, d'herbe très serrée. Vous pouvez pas. Ah si, avec un fauchon, vous faites tout. Un fauchon bien affûté, vous faites tout. C'est bien affûté, ceux que ça... Ah bah, vous avez déjà vu les gars en temps, hein, ils avaient le fauchon et la pierre au champ avec l'eau, et nous, on se fait les blés à la faux, enfin on se faisait les blés à la faux, moi je suis plus à la faire maintenant, mais on fauchait comme ça. C'était, allez, tous les peut-être 5 coups de faux, et affûtage, affûtage, affûtage. 1, 2, 3, 4, 5, affûtage, affûtage, affûtage. C'est quasiment bon, j'avoue, hein, l'affûtage. Mais c'est comme ça que c'est efficace. Hein. Bon, puis quand on arrive en fin de saison, des fois ça se coupe mieux aussi. Quand c'est sec, oui. Ouais. Quand c'est sec, mais ça a grainé quand c'est sec, par définition. Ça fait tout son cycle, quoi. Ouais. Vous avez des moutons, pas de chèvres. Les chèvres, c'est. On a eu des chèvres au tout début, j'adore les chèvres. Quelle bêtisière! Ouf. Elles nous ont tout fait. Où que vous les mettiez, il faut vraiment avoir des enclos hyper hauts. Moi, elles arrivaient alors qu'il y a la rivière entre les herbades, il y a des clôtures de barbelés. La rivière, combien de fois on les a retrouvées sur la route? De l'autre côté des barbelés, de l'autre côté de la rivière, elles arrivaient à sauter allègrement. C'était pourtant des chèvres naines. Alors, il y a des races qui sont plus, par exemple les alpines, c'est des races très calmes. C'est vraiment des chèvres utilisées pour la lactation habituellement. Donc c'est des bonnes grosses mémères, elles font leur lait et puis elles vont pas sauter, c'est pas des cabris quoi. Donc il faut vraiment choisir la race bien adaptée à ce qu'on veut et à ce qu'on sait qu'on peut faire. Ça c'est important aussi. T'as dit je vous ai assommé presque. Vous avez parlé de l'importance de créer des haies, alors nous on aimerait bien faire ça. On a un grand terrain, très très grand terrain, des problèmes de vent, c'est un ancien terrain agricole, miacel autour, enfin, c'est pas terrible. En fait on a un problème financier en fait. Quand on est particulier ou s'approvisionner pour faire des haies en énorme surface. Il y a une opération qui s'appelle Planton planton décor. Planton décor. Il faut aller sur internet, il y a des aides. D'accord. Ils les vendent à des prix définis. En l'occurrence, c'est des espèces locales. Et ils vous les vendent par centaines. Et là, vous pouvez avoir aussi des aides financières. Et puis en général, il y a des chantiers qui sont faits justement pour vous aider à les planter et arriver au bout de la haie. Planton décor. Ok, Vous êtes sur quel secteur? au nord du Châteauroux, vers le Vaux. D'accord. Alors, donc ça marche pas. Planton décor, c'est sur le... Non, c'est aussi au niveau régional. Après il faut voir les parcs naturels régionaux D'accord. aussi, qui font pas mal d'aides. Et après le meilleur investissement que vous pouvez faire avec votre CPF, votre compte personnel de formation, c'est faire une formation bouturage. Parce qu'une haie, par définition, vous allez dans n'importe quel parc public, vous prenez des boutures, vous replantez chez vous, ça part, hein, si vous savez faire. Même pas besoin d'acheter. Hein.
Donc le meilleur investissement, c'est vraiment un stage, alors peut-être avec les croqueurs de pommes ou peut-être le PNR doit organiser des stages comme ça, des formations sur même 2 jours. La bouture, c'est un jeu d'enfant. Ça ne veut pas dire que ça prend à chaque fois. Et c'est pas parce que vous allez planter une haie toute petite qu'elle va pousser très lentement. En fait, on pense toujours qu'il faut planter assez grand au départ pour que ça pousse vite, mais en fait, tout petit, ça rattrape toujours même ce qui a été planté plus grand. Sauf que c'est vrai que les premières années, on est frustré parce qu'on n'a pas notre belle haie qui pousse et qu'on a quand même le vent en pleine figure. Donc il faut encore accepter de souffrir les 3-4 premières années, mais après ça va vite. Une haie, normalement, vous devriez la faire gratos. Parce que bouture. Oh, chez le voisin, il y a un joli truc là qui fleurit blanc au printemps. Allez hop, chez l'autre, il y en a un qui fleurit jaune. 3 semaines plus tard, allez hop, ma haie, elle va être composée de ça. Donc vous apprenez à connaître les végétaux, vous apprenez à bouturer et vous êtes complètement autonome. Et pas besoin de payer chez un pépiniériste des arbres ou des je sais pas quoi. Et après, vous allez en forêt récupérer des petits arbres. Bien sûr, le but, c'est pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques et d'enlever tout ce qu'il y a dans la forêt. Mais dès lors que vous savez identifier les sujets, prenez tout ce qui de toute façon ne poussera pas parce que c'est à l'ombre des grands arbres. Allez hop, parti. Et puis il y a des bourses d'échange aussi, de troc, de graines et de boutures. Alors sur internet, il y a un truc qui s'appelle Troc aux graines. Et sur les arbres et les boutures, j'ai oublié. Il y a des sites comme semeur.fr. Puis après, régionalement, il y a des gens qui ont créé des jardiniers en fait, qui s'amusent à s'échanger, qui sont des collectionneurs et qui s'échangent des semences. Alors ça peut être des semences de légumes, mais ça peut être aussi du pépin de pommes pour faire un pommier, des choses comme ça. Donc il y a en général beaucoup de ressources locales. Il faut voir avec les clubs de jardiniers locaux. Voilà, je ne sais pas si ici il y a une association un peu plus dynamique qu'une autre. Vous connaissez le nom des associations ? Les jardiniers amateurs, les jardiniers de France sont souvent assez dynamiques. Les croqueurs de pommes, ça c'est pour les arbres. L'édition, il valent 1 euro. Où ça Sur Planton de Décor. D'accord. Ça Ah bah voilà. 1,50 €. Voilà. Et là, par rapport à Planton Décor, il faut qu'il y ait un minimum sur la parcelle, je crois, de 100 mètres linéaires. Donc ça peut être toute la maison en fait. 100 mètres linéaires, et il faut que ça soit visible sur une partie de l'extérieur. Pour du coup valoriser auprès des autres publics, des riverains. Inciter à planter, ouais. Les inciter à planter. Ouais, ils font des apicoles, Super. c'est vachement diversifié. Très bien. Une ultime question ? Et puis on va se coucher. Comment vous avez fait pour protéger vos arbres? Alors on a mis ce qu'on appelle ces espèces d'horribles corsets, là, ça s'appelle des crinolines. Donc c'est des corsets qui vont de la base jusqu'au point de greffe à peu près. Et après on a des espèces de tétières pour protéger les branches, parce que nous on a un âne et un cheval de trait. Et l'ânesse a tendance, bon les chevaux aussi, hein, mais à tirer sur les branches. Il y a un tout petit bout de branche qui dépasse, elle va tirer dessus et tout déchirer. Donc les tétières, qui sont des espèces de collerettes qu'on met en haut, ça évite que les équidés n'aillent chercher justement ces trucs-là. Alors après, vous avez des petites protections en plastique que vous mettez juste autour du collet, enfin du tronc, si jamais les dégâts peuvent être créés par des lapins ou des choses comme ça. Il y a différents types de protections maintenant qu'on vous vend en jardinerie. Nous, on est allé vraiment vers quelque chose d'un peu costaud, hein, les crinolines, parce qu'avec les animaux qu'on a, on ne pouvait pas se permettre de prendre le risque. Donc, voilà. On a des chevreuils. Ah, chevreuil, il faut mettre des crinolines aussi. Chevreuil, il faut mettre des crinolines. Ouais. Au moins, on va dire les 7 premières années. Après, l'arbre, normalement, est capable de résister aux attaques. Et puis, c'est moins appétant. C'est surtout ça. Ça va si on clôt là? On aura frustré personne avec une ultime question encore. Les besoins en eau, là, ça représente... Pour le maraîchage? Ouais. C'est difficile à dire parce qu'en fait, je vais vous faire une réponse de Normande, hein, ça dépend. Si vous avez mis beaucoup de matière organique dans votre sol et que vous retenez bien l'eau, alors vous avez une consommation vraiment moindre par rapport à la normale des maraîchers. Une serre, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, je vais vous dire une bêtise parce que là le chiffre m'échappe avec la fatigue, mais on va dire sur une exploitation maraîchère avec une serre d'à peu près 350 mètres carrés, c'est 6000 mètres cubes d'eau à l'année
Sachant qu'une serre, on va vraiment irriguer en période estivale, quoi. Période hivernale, allez, peut-être une fois dans la semaine, on va voir si éventuellement c'est nécessaire. Sinon, ça peut être une fois par mois. Dès lors qu'il y a de l'eau dans le sol, les légumes qui sont installés vont aller chercher. Et là, vous la prenez dans les mares, l'eau? Oui, c'est capté dans le ruisseau, en fait. Ah, c'est capté dans le ruisseau. Comme ça, on n'a pas le problème de filtration. Elle est beaucoup plus clean, c'est de l'eau courante, et on n'a pas de problème. Par contre, il faut qu'on déclare une fois l'année, à la DDTM, alors on regarde on n'a pas de compteur à proprement parler, mais on a un débilleur avec notre pompe, on sait combien d'heures elle fonctionne, donc on doit déclarer cette consommation approximative, quoi. Et là, on a installé une pompe solaire, en fait, pour plus dépendre de l'électricité pour cette pompe-là. Et donc en extérieur, sur les buttes en particulier, vous n'arrosez jamais? Jamais, sauf à l'implantation des cultures, ça c'est normal. Qu'on sème ou qu'on repique, la première semaine on est... Ouais, avec le paillage, avec l'humidité qui est présente dans la butte et qui a été emprisonnée entre guillemets grâce au paillage, ça tient. Mais attention, si votre sol dans les buttes c'est un espèce de truc sablonneux poussiéreux, ça ne retiendra rien. Et ça sert à rien de pailler une butte qui est sèche. Donc tout ça il faut comprendre, vous voyez, la globalité, c'est vraiment cette pensée écosystémique, la globalité du raisonnement et la globalité de la façon dont ça fonctionnerait dans la nature. Souvent, il y a des gens qui disent « Oh, j'ai fait des buttes dans mon jardin, ça ne marche pas ». Puis si tu creuses un peu, il n'y a pas de hébrisement, il n'y a pas de paillage, donc les buttes sont tout le temps asséchées, ça devient du caillou, forcément ça donne rien. Ou alors j'ai paillé, mais j'ai pas lutté contre les limaces, donc j'ai 0 récolte. Mais oui, mais tu sais que quand tu apportes le paillage, tu apportes un déséquilibre. De toute façon, modifier un écosystème aussi peu fertile que nous on estime l'être, comme l'herbage à vache que nous on avait avant, c'est quand même modifier un écosystème. Donc dès lors que tu modifies les équilibres en place, tu crées des déséquilibres. Et dès lors que tu crées des déséquilibres, tu amènes quoi? Beaucoup plus de prédation, beaucoup plus d'insectes ravageurs. Parce que c'est comme ça. La nature se répare comme ça. Dès que tu zigouilles un écosystème, hop, la réparation, c'est les adventices, les insectes ravageurs. Pour venir rééquilibrer tout ça. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, si tu te dis, oh yeah, je suis le meilleur de la terre, je vais faire des buttes, je vais apporter du compost, tu déséquilibres un écosystème. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu apportes beaucoup de matière organique plus ou moins décomposée, qui s'appelle du compost. Les premières à arriver là-dedans, c'est les limaces. Et elles vont jouer leur rôle. Leur rôle, c'est quoi? C'est de décomposer la matière. Donc, elles sont là. En plus, gentiment, tu leur mets le gîte avec le paillage. Et le couvert, bah, c'est tout ce qui se décompose. Elles ont tout ce qu'il faut, je dis, c'est le Club Med. Hein. Et si tu ne comprends pas ça, avant même d'avoir paillé ton truc, bah forcément la limace, elle va tout bouffer, puis, et le mulot aussi, et tu vas dire, oh bah non, ça marche pas. En même temps, si on comprend, ça fait rien. Limace et mulot, rapique... Ben si, parce que tu invites les grenouilles, tu invites les couleuvres, tu mets ce qu'il faut. La couleuvre, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle s'installe dans ta mare. Hein. La grenouille, c'est pareil. Tu vas chercher des têtards dans la mare d'à côté, c'est très efficace. Hein. Les perchoirs, bah, c'est beaucoup plus de boulot, mais ça marche très très bien. Les perchoirs pour les mulots, avec les rapaces qui vont venir se mettre sur ton thé, là, au moins à 2 mètres de... Et le problème, c'est qu'après le thé, il faut le bouger de trou en trou, quoi, parce que le rapace, il faut qu'il ait une vision de près, uniquement. Donc, mais il y a plein de remèdes, en tout cas de façon d'équilibrer l'écosystème, à condition d'être en observation constante et de savoir ce qu'il faut faire par rapport à cette problématique-là. Et je disais tout à l'heure, d'anticiper les problématiques. Avant même d'avoir les limaces, je dois lutter contre. Moi, je dis souvent dans nos systèmes, avant même que les adventices n'arrivent, je dois désherber. C'est un petit peu ça. Lutter contre les limaces avant qu'elles arrivent, vous voulez dire mettre en place des mares. Bah oui. C'est ça. Ça veut dire mettre en place des mares, ça veut dire pourquoi pas faire circuler des poules, pourquoi pas faire circuler des canards coureurs indiens. Non, dans les allées. Nous, on a mis derrière la serre, là. C'est pour ça qu'il faut connaître l'élément du système. On va plus savoir. Chaque élément du système, il faut le connaître. Vous dites très justement, je connais mes poules, elles vont me ravager tous les légumes. Bah oui, elles vont vous ravager tous les légumes. Donc, c'est quoi la solution? C'est de les faire tourner dans les allées. Tout simplement. Et dans les allées, on met des grillages amovibles et c'est le couloir à poules. Et la poule, elle fait un espèce de sas de protection. Nous, on a un poulailler ici, dans la serre. Les poules, on a fait un trou dans le plastique, elles ont tout ce couloir-là. Donc déjà, elles nettoient tout ça. Et puis après, si on veut, on leur ouvre un autre couloir qui fait ici tout du long. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est d'éviter que les limaces qui sont dans l'herbage du voisin ne reviennent dans ma serre. Parce que dans ma serre, ça fait des années que je lutte contre les limaces, que je ramasse beaucoup. Mais j'ai remarqué que j'avais beau lutter, ça revenait toujours. Et donc là, mes poules, depuis que je les ai là, terminé. Elles me font un sas de protection. Mais les poules, elles sont dans un enclos certes amovible, mais interdites dans les cultures. Après, je réintègre des hérissons. Là, j'ai pas besoin d'un clos pour les hérissons. Ils vivent leur vie, ils vont manger les limaces, ils adorent les limaces. Hein. Donc je vais réintégrer des hérissons. S'il faut, au pire du pire, quand j'ai fait un semis et puis j'ai peur qu'il soit dévoré dans la nuit, je mets du granulé bleu, qui est de l'oxalate de fer, qui est tout à fait autorisé en agriculture bio. Donc j'ai 5 déjà moyens de lutte possibles. Et puis après, j'ai le 6e qui est le meilleur, c'est la main. Donc le matin et le soir, à la lampe torche, surtout quand il pleut. Allez hop. Il n'y a que ça, hein. Ça c'est hyper efficace. Alors les hérissons, vous pouvez devenir sanctuaire du hérisson. C'est-à-dire que vous allez voir sur internet, il y a une association qui s'appelle le Sanctuaire du Hérisson, vous portez votre candidature, ils vont vous faire un petit questionnaire, ils vont s'assurer dans votre jardin, vous n'utilisez pas de pesticides, vous n'utilisez pas de... On s'appelle le fil là, pour débroussailler. Ah bon? Rotefil? Eh bien oui, sinon ça zigouille les hérissons, hein, surtout quand ils sont cachés dans des broussailles et tout ça. Vous laissez pas traîner des boîtes de conserve à droite et à gauche, parce que le hérisson, il rentre dans la boîte de conserve, il sort plus, hein, avec les piquants. Voilà, il vous pose tout un tas de questions comme ça, comment vous appréhendez la culture dans votre jardin et tout, et vous êtes après assermenté sanctuaire du hérisson, donc ça vous engage à quoi? Quand les gens retrouvent les mamans hérissons en mode carpette, vous avez vu, il y en a de moins en moins, ce qui est dramatique, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de hérissons. Mode carpette sur les routes au printemps, ça veut dire que forcément il y a les petits là quelque part. Et un hérisson que vous voyez en plein jour, c'est un hérisson qui a un problème. Normalement, ils ne vont jamais être là en plein jour parce que les mouches pondent dessus et après ils sont dévorés par les vers. Donc un hérisson en plein jour, sauf si vous le voyez vraiment courir d'un endroit à un autre, ça va, et qui se met à l'abri. Mais sinon, c'est que ça ne va pas. Donc vous, en tant que sanctuaire du hérisson, vous vous engagez à accueillir la portée de bébés hérissons. Attention qu'il va falloir nourrir au biberon pendant plusieurs semaines, puis réintégrer, machin, tout ça. Ou alors soigner un hérisson blessé, parfois ça arrive aussi. Mais ça, c'est super. Alors c'est un peu prenant comme aventure, mais c'est très beau. Et vous réintégrez des hérissons, du coup, dans votre système. Alors après, le hérisson, ça en fait des kilomètres. Ça ne veut pas dire qu'il va rester là. Mais en tout cas, il sait qu'il y a à manger là. Il sait qu'il y a un petit peu de croquettes pour chat qui traînent là de temps en temps. Et et ouvrez vos parcelles aussi, les grillages et les clôtures, ou les murs. Faites des trous en bas. Pour que justement les hérissons puissent se balader de jardin en jardin. Des couloirs. Ça fasse des couloirs et ça agrandisse les territoires. Ils ne se retrouvent pas enfermés dans... Sauf si vraiment vous voulez le laisser là, auquel cas il ne sera pas domestique, parce que ça ne se domestique pas. Même ceux qu'on adopte et qu'on réintègre, ils vous oublient au bout d'un moment, ils vivent leur vie. Hein. Mais si vous voulez le laisser dans votre jardin, pourquoi pas, s'il n'y a pas de chien, s'il n'y a pas de tout ça.